Mon premier job, c'était à 21 ans, je crois. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plus. Mais c'est le plus que je n'arrivais pas forcément à définir. Donc j'ai passé quand même 6 mois, 1 an dans cette quête de savoir c'est quoi le plus. Donc si je dois le ramener à un moment, je dirais c'est ce moment-là où, autour de 21 ans, 22 ans, je me disais, c'est bien le CDI, c'est bien d'être bien payé, mais est-ce que je peux pas faire plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Y a-t-il une épreuve que tu as vécue dans ta jeunesse qui a été déterminante et qui t'a donné la force que tu as aujourd'hui? Je dirais que mes parents ont un petit peu forgé qui je suis, alors qu'eux, ils ne voulaient pas du tout que je devienne entrepreneur. Parce qu'ils ont eu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Donc, ils ne voulaient pas que les enfants soient entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils nous ont tous envoyés à l'école en disant, vous irez plus loin que nous, vous irez au moins au niveau master, vous aurez les bons diplômes pour avoir ce backup pour trouver un travail quand vous le voulez. Je pense qu'indirectement, leur profil entrepreneur m'a quand même, je pense que ça a quand même semé une graine dans mon esprit, même s'ils ne voulaient pas qu'on devienne entrepreneur, alors qu'au final, c'est ce que je fais aujourd'hui. À 24 ans, j'ai créé Optimiam. À 24 ans, j'avais déjà levé 800 000 euros. Wow. Et je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose de faisable parce que j'étais dans le monde où c'était faisable. Ouais. J'étais dans le monde de la French Tech où c'était faisable de lever de l'argent comme ça. Mais avec le recul, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires en France qui ont levé autant d'argent. Tu donnes plein de petits outils qui ne sont pas si petits que ça, qui sont très importants dans la construction d'une entreprise. Oui. Toutes les étapes par lesquelles tu passes. Tu as commencé par parler de processus et je suis sûr que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent avec attention vont prendre des notes parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir tester le marché. À chaque fois que tu as lancé une entreprise, tu as testé le marché d'abord. On pense fondamentalement que tout le monde peut apprendre à entreprendre. On ne dit pas pour autant que l'entreprise va être successful, va être une réussite. Mais par contre, il y a des méthodologies qu'on peut suivre quand on veut lancer une entreprise. Après, maintenant, le marché nous dira si l'entreprise va marcher ou pas. Bienvenue à Gilles, Nadia and Friends, le podcast qui révèle des personnalités extraordinaires, afro-descendantes en majorité, mais du monde entier. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau aujourd'hui avec une personnalité exceptionnelle, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme YouTube d'Acosphère, de partager au maximum cette vidéo et surtout de liker si vous avez apprécié. Raoudat Aminou, bienvenue au podcast. Bonjour Gilles, merci pour l'invitation. Comment vas-tu? Très bien. Super. Je vais très bien. Je suis content qu'on ait cet échange. Tu fais des choses tellement formidables. Elles ont besoin d'être connues. Merci, c'est vrai qu'il faut que je prenne plus la parole, mais je préfère donner la parole à des gens comme toi. Merci. Eh bien, je vais faire une petite introduction. D'accord. Tu es fondatrice et CEO d'Entourage Africa. Oui. Aujourd'hui, on va parler de la construction de la plus grande richesse africaine, les talents, l'expertise et les connexions humaines, ce que tu fais aujourd'hui. Mais cette conversation ne sera pas simplement sur Entourage, elle sera sur toi, sur la personne, sur ton parcours, ton histoire personnelle, ton parcours professionnel qui est très intéressant et très riche et il a commencé bien avant Entourage. Les moments qui ont changé ta vie, les échecs, des doutes peut-être, la vision de l'Afrique, la philosophie, le leadership, etc. On parlera aussi d'héritage parce que dans ce que tu fais, il y a un héritage immatériel qui est transmis aux générations qui viennent. Alors entrons tout de suite dans l'aventure de ce podcast. Ça te va? Ça me va. Let's go. Qui est Raoudat Aminou lorsque personne ne la regarde? Qui est Raoudat Aminou lorsque personne ne la regarde? C'est une excellente question. Je pense que j'aime me définir comme une fausse extravertie. Avec ce que je fais, entourage notamment, on peut penser que je suis très sociable, très connectée, je le suis, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Et les personnes qui me côtoient, je sais que Nadia, de temps en temps, elle le voit. Quand elle m'observe, quand on est dans des rendez-vous, elle voit des fois que ma jauge d'énergie est atteinte et qu'il faut que je rentre. Ouais. Donc, je dirais que je suis une fausse extravertie, même si je ne donne pas cette impression-là. D'accord, mais et quel genre d'enfant as-tu été? Première de la classe. Première de la classe. Ça ne m'étonne pas par contre. Ça, c'est une nouvelle qui ne m'étonne pas du tout. Oui, première de la classe.
de par mon éducation. Oui. Ça vient de l'éducation. Après, ça vient également des aptitudes, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que l'éducation que j'ai eue avec mes parents m'ont toujours poussé dans cette quête d'excellence. Et aussi, c'est une volonté aussi que j'ai eue, cette quête d'excellence dans tout ce que je fais, dans tout ce que je mets en place, dans tout ce que j'apprends, dans les personnes avec lesquelles je m'entoure. Toujours cette quête d'excellence pour fournir toujours le meilleur de moi-même. Donc, j'étais cette première de la classe comme élève. Et donc, comme élève, tu aimais bien lire, tu aimais bien les mathématiques Les mathématiques. Je me rappelle d'une scène avec une amie à moi. On était au collège, au lycée Montaigne. Je venais d'arriver au lycée Montaigne et elle me dit tu es forte dans quelle matière? Tu es bonne dans quelle matière? Je lui ai répondu dans toutes les matières parce que je ne comprenais pas le classement qu'elle me demandait. Et cette scène, ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle me l'a rappelé plusieurs fois et en me disant ça lui a envoyé un message sur qui j'étais parce que moi, je n'avais pas l'impression qu'il fallait identifier des matières principales. Moi, je lui disais tu essaies d'être la meilleure dans toutes les matières et si tu n'y arrives pas, tu redoubles d'efforts au fait. Ouais. Ouais. Ça montre bien ton personnage et ton caractère aujourd'hui et cette focalisation sur l'excellence que tu as. Oui. Ouais. Oui. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont apportées qui te guident encore aujourd'hui? Plusieurs, honnêtement plusieurs. Le droit d'aînesse, ça revient beaucoup dans les valeurs. Ah, tu es l'aîné? Non, je suis la deuxième. D'accord. Je suis la deuxième. Donc, tu sais, moi, je suis Yoruba. Oui. Nous, on a beaucoup cette valeur sur le droit d'aînesse. On dit souvent chez nous, les Yoruba, je ne sais pas comment le traduire en français, mais ça va être tout le monde, c'est tout un village qui t'éduque, si je dois le traduire. Absolument. Donc, on ne fait pas la distinction entre le voisin, la grande sœur, du moment que c'est un aîné. Oui. Donc, il y a cette notion de droit d'aînesse qui est très importante pour moi, je pense. Deuxième valeur, moi, c'est la religion. On est très, très pratiquant, très religieux dans ma famille. Donc, je crois fondamentalement, malgré le fait que je sois ingénieur et très scientifique, je crois fondamentalement qu'il y a une puissance supérieure qui nous guide dans ce qu'on fait. Donc, c'est tous les jours comment je fais pour être connecté au mieux avec cette puissance supérieure, pour qu'elle me guide dans la trajectoire qui est la mienne dans cette vie. Ouais. Les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ne connaissent pas forcément bien la culture yoruba. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, tu parles yoruba? Je parle yoruba, oui. Super. Je parle yoruba. La culture yoruba, c'est une belle culture. Par exemple, quand on va au Nigeria, mes parents sont commerçants, Oui. par exemple. Donc, quand on va faire des affaires avec le Nigeria, juste le fait de traverser la frontière, de savoir qu'on a cette langue en commun, qu'on parle ensemble, ça facilite les affaires. La culture yoruba, c'est une culture, qu'est-ce que je peux dire qui va parler aux gens? Les mariages yoruba sont souvent des mariages extravagants. Oui. Extravagants. La culture yoruba, c'est une sorte de... On fonctionne beaucoup en clan, il faut le dire. On fonctionne beaucoup en clan, en famille, Oui. en entourage, au fait. Un entourage. Donc peut-être que tout ça m'a semé des petites graines sur la force du clan, la force de la communauté pour arriver à faire des choses. Les Yoruba, oui, on fonctionne beaucoup en communauté dans les affaires, dans les mariages, dans les familles, dans ce qu'on fait, oui. Quand je pense à toi, je réalise que du point de vue marketing, que tu as une différence, tu es différente. À quel moment de ta vie, à quel moment de ton enfance ou de ton adolescence en tant que jeune adulte, est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais quelque chose de différent à apporter au monde? Moi, je dois d'abord te poser la question, qu'est-ce que tu vas trouver de différent en moi? Qu'est-ce que tu vois de différent? Il y a ce mélange, en fait, dont tu as commencé à parler, d'introversion, à défaut d'un meilleur mot, et d'un besoin vraiment profond de connexion avec les autres. Et donc, quand tu me parles d'avoir besoin d'être dans ta boîte, quelque part, je schématise, je le comprends tout à fait. Et je le comprends personnellement aussi, parce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. Mais en même temps, depuis que je te connais, tu as toujours un regard perçant sur ce qui se passe. Tu essayes vraiment de comprendre profondément ce qui se passe. C'est l'impression que tu me donnes, en tout cas. Mais tu vois, tu me fais parler. Tu as un regard profond sur ce qui se passe, sur les gens, sur les mouvements des gens. Et aussi une attention juste. Je vais utiliser ce terme du mindfulness. L'attention juste, l'attention présente. Une attention très délicate. Le soin des autres. Donc, il y a cette dualité qui est en définitive rare aujourd'hui. Ouais. En définitive rare. Tu es aussi un peu sur la réserve et tu laisses, comme tu le disais tout à l'heure, tu laisses la place aux autres. Oui. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on a besoin de savoir et que je vais, bien entendu, essayer de te faire dire aujourd'hui.
Merci, en tout cas, merci pour cette analyse. Je me retrouve dans tes propos. Et ta question, c'était à quel moment j'ai senti que j'avais quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Je dirais, si je dois le rapporter à un moment, oui, peut-être 21 ans. Je dis 21 ans parce que c'est l'âge auquel j'ai commencé à travailler. Mon premier contrat, mon premier job, c'était à 21 ans, je crois. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plus que ce que je faisais. Mais ce que je faisais était très bien. Hein. J'ai fait, on pourra revenir par la suite, j'ai fait des écoles, des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles. Oui. Voilà. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé dans la finance. Et mon premier contrat a été dans la finance en tant que business analyst. Donc c'est un très bel premier emploi à 21 ans. Mais je me sentais capable de plus. Mais c'est le plus que je n'arrivais pas forcément à définir. Donc, j'ai passé quand même 6 mois, 1 an dans cette quête de savoir c'est quoi le plus. Donc, si je dois le ramener à un moment, je dirais c'est ce moment-là où, autour de 21 ans, 22 ans, je me disais, c'est bien le CDI, c'est bien d'être bien payé, mais est-ce que je ne peux pas faire plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et ça a été une introspection qui m'a pris beaucoup de discussions. Avec toi-même? Moi-même et mon entourage. Oui. Ton entourage, d'accord. On va y revenir, on va revenir à cette partie-là. Mais à 15 ans, quel était ton rêve le plus grand? Waouh, à 15 ans, mon rêve le plus grand. Parce que j'ai eu mon bac à 16 ans. Wow. À 15 ans, je voulais juste ça. Non, à 15 ans, ce que je savais, c'est que je ne voulais pas être médecin. J'ai beaucoup de facilité à savoir ce que je ne veux pas faire et j'ai beaucoup de facilité à être vocale sur ce que je ne veux pas faire. Oui. Donc, comme j'étais très forte dans les sciences, c'est vrai qu'on pouvait me pousser un petit peu vers les filières de médecine. Mais très vite, je me disais, je ne veux pas être médecin, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que je veux être, mais je ne veux pas être médecin. Donc, mon plus grand rêve à 15 ans, honnêtement, il n'y a pas un qui me vient forcément à l'esprit à ce moment-là. Ou peut-être plus tard? Peut-être, oui. Là, non. Je pense que j'ai vraiment... Pour être totalement honnête, voilà, je pense que... J'espère qu'il y a des gens qui se retrouveront dans mon propos. Hein. Je pense que je veux vraiment être transparent sur le fait que pour moi, ça n'a pas été un déclic. Oui. De trouver mon rêve. Cette phase d'introspection m'a vraiment marquée. Et je trouve qu'après cette phase d'introspection, j'ai juste filé droit. J'ai carburé. Vraiment, j'ai carburé, oui. Donc, ce n'était pas à 15 ans, je dirais peut-être 21 ans, du coup. Ouais. Y a-t-il une épreuve que tu as vécue dans ta jeunesse qui a été déterminante et qui t'a donné la force que tu as aujourd'hui? Pas une épreuve en particulier, mais je dirais mes parents, de par leur profil. Mes parents sont des commerçants, comme je disais. Mon père, il a étudié. Ma mère, elle s'est arrêtée au BEPC. Mon père, il s'est arrêté après la licence. Mais tous les deux, ils ont fait le choix parce qu'ils ont travaillé. Ils sont allés en dehors du Bénin. Ils sont revenus au Bénin et ils ont créé leur business. Ils ont fait des affaires. Et le commerce, c'est toujours linéaire. Des fois, ça marche très bien. Des fois, ça ne marche pas. Mais il faut avoir les reins solides pour tenir. Donc, je dirais que mes parents ont un petit peu forgé qui je suis, alors qu'eux, ils ne voulaient pas du tout que je devienne entrepreneur, parce qu'ils ont eu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Donc, ils ne voulaient pas que les enfants soient entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils nous ont tous envoyés à l'école en disant, vous irez plus loin que nous, vous irez au moins au niveau master, vous aurez les bons diplômes pour avoir ce backup, pour trouver un travail quand vous le voulez. Vous êtes combien? On est 5 filles. D'accord. Que des filles? Que des filles, oui. On est 5 filles. Donc, oui, je pense qu'indirectement, leur profil entrepreneur m'a quand même, je pense que ça a quand même semé une graine dans mon esprit, même s'ils ne voulaient pas qu'on devienne entrepreneur, alors qu'au final, c'est ce que je fais aujourd'hui, oui. Avant de devenir entrepreneur, quelles sont les expériences qui t'ont le plus façonné, le plus marqué et qui ont marqué ta vision du monde? Mon expérience, après moi j'ai une très petite expérience non entrepreneur parce que je suis entrepreneur depuis 2014 maintenant. Ah oui. Depuis 2014, j'ai fait mon premier CDI, c'était en 2011. D'accord. Donc j'ai travaillé 3 ans pour une autre personne que moi. Tu dis dans la banque? Dans la banque chez Edmond de Rothschild Asset Management. Ah oui. À Paris. Première de classe, excellence, l'une des meilleures banques, je comprends tout à fait. Oui. C'était mon premier... J'ai fait mon stage de fin d'études et après, j'ai poursuivi directement avec mon premier contrat de travail chez eux en tant qu'analyste d'affaires, business analyst, ils appellent ça à l'époque. C'est une expérience, oui, ça m'a appris ce que je ne voulais pas. Voilà, ça m'a appris ce que je ne voulais pas. Oui. Et c'est durant cette expérience que j'ai eu cette quête de qu'est-ce que je peux faire de plus. J'aurais pu rester là, j'aurais pu continuer à délivrer ce qu'ils attendaient de moi,
Mais je voyais quand même que, je ne sais pas si c'est trop présomptueux de dire ça, mais je me voyais capable de plus, au fait. Je sais pas si, quand tu as ce sentiment que j'ai 21 ans, la vie, c'est que ça que la vie me proposait à 21 ans. Parce que tu sais, quand on est lycéen, ensuite on fait les études, on va en France, on fait les classes préparatoires. Moi, j'ai fait les classes préparatoires, j'ai fait les grandes écoles d'ingénieurs. On avait ce mindset, sky is the limit. Et après, tu as un très bon job. Mais voilà, matin, midi, soir, métro, boulot, dodo. Tu disais, c'est que ça que la vie d'adulte nous propose. Et j'avais l'impression que je pouvais faire plus. Donc, je dirais que cette expérience chez Rothschild ça a été un bon marqueur de peut-être que tu devrais voir autre chose. Et cette autre chose, comme je disais, ça n'a pas été facile parce que j'ai fait plein d'autres recherches d'emploi en pensant que c'était un autre employeur qui pouvait être la solution, mais au final, ce n'était pas un autre employeur. Mais je voudrais qu'on revienne et que tu reviennes simplement sur les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est un phénomène enfin, j'appelle ça phénomène, c'est une filière qui n'existe quasiment qu'en France, oui, à ma connaissance. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux définir un petit peu plus? Parce que je sais, les 70 heures ou 80 heures de travail par semaine, les gens ne réalisent pas forcément l'intensité. Il faut passer... c'est pas tout le monde qui rentre dans ces classes préparatoires. C'est sur dossier. Ils prennent les meilleurs de chaque lycée français, partout dans le monde. Parce que moi, j'ai fait mon lycée français au Bénin. Oui. Donc, on est autant éligible qu'un Français qui a fait son lycée en France. Mais ils prennent vraiment les meilleurs de ces lycées-là. Une fois qu'on est dans les classes préparatoires, c'est pour nous préparer aux grandes écoles. Tu es allé dans quel lycée? J'ai fait le lycée Buffon, dans le 15e arrondissement de Paris. Oui, c'est un très bon lycée. C'est un très bon lycée. Donc, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles, écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce. Donc, il y a des classes préparatoires, ingénieurs et commerce. Moi, j'ai fait ingénieur. Les classes préparatoires, comme tu disais, c'est beaucoup de travail. Moi, quand j'étais allée au lycée Montaigne, comme je te disais, j'étais dans les premiers de la classe. Mais quand tu arrives en classe préparatoire, il n'y a que des premiers de la classe. Ouais. Le choc était beaucoup plus violent pour moi. En plus, moi, j'avais 16 ans à l'époque parce que j'ai eu mon bac à 16 ans. Je suis arrivée un petit peu en retard avec les visas. J'ai pris 2 semaines ou 3 semaines de retard, ce qui est très critique pour les classes préparatoires. Mais comme tu disais, c'est 70 heures à 80 heures de travail par semaine. Faut être performant dans toutes les matières parce qu'on nous prépare pendant 2 ans à passer un concours pour entrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs en France, au fait. Oui, et ces concours, généralement, il y a quoi, 1000, 2000 personnes qui sont retenues chaque année. Qui sont retenues? Oui. Mais combien de personnes se présentent? Alors, je n'ai pas le chiffre, mais quand je prends l'exemple de ma classe préparatoire, les classes préparatoires sont limitées à 20 à 30 personnes maximum, une vingtaine par filière. Et on a, dans un lycée, il y a en moyenne 6 classes préparatoires entre les ingénieurs et les commerciaux. Donc, on doit être peut-être sur un vivier de 10-15 000 personnes par an qui candidatent. Et peut-être 1000 personnes qui sont retenues. Qui sont retenues chaque année, oui. Donc, c'est très, très, très dur. C'est très violent, mais ça nous enseigne la discipline aussi. Oui. La discipline, l'excellence, parce que du coup, tu évolues avec les meilleurs. En fait, c'est maintenant que je parle avec toi que je me rends compte de toutes les petites graines qui ont été semées. Pendant la classe préparatoire. Oui, et même dans tout mon parcours, au fait. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait des Yoruba. Je n'ai pas réalisé cette communauté, entourage, classe préparatoire, le fait d'évoluer avec les meilleurs. C'est maintenant qu'on discute que je vois les petits... Et c'est intéressant. Moi, j'ai fait une hypocagne. Et c'est cette hypocagne-là, cette année-là, m'a vraiment forgé du point de vue du travail. C'était extraordinaire. Moi, c'était très difficile. Hein. Oui, c'était très difficile parce que c'était un chamboulement scolaire, mais localisation aussi. Parce que j'ai vécu au Bénin, là, d'un seul coup, à 16 ans, je n'étais même pas majeur. 16 ans, aller en France, vivre seul dans un studio, travailler 70 heures par semaine, avoir des notes qu'on n'avait pas, qu'on était dans les meilleurs. Oui, psychologiquement, ce n'était pas évident. Mais voilà, il fallait passer par là et ça nous donne une certaine discipline, je trouve. Ceux qui ont la chance ou la malchance de faire les classes préparatoires, ça nous donne une vraie discipline pour la suite de notre carrière professionnelle. Oui. Absolument. Alors, quelle est la plus grande leçon que le monde de l'entreprise t'a enseignée ensuite? Les process. Les process. Ouais. Malgré ma petite expérience en entreprise, mes 3 ans chez Rothschild, les process. Ouais. Les process. En plus, moi, j'étais analyste d'affaires, je travaillais beaucoup au support avec les gérants en fonds d'investissement. Les process. Il faut suivre les process pour que les choses marchent bien. Et quand il n'y a pas de process, il faut créer les process pour que tout le monde puisse les suivre, pour que l'entreprise fonctionne. Si je dois le simplifier, c'est aussi ça. Les process permettent la solidité, la robustesse d'une entreprise. Bien sûr, une fois que la question des talents est réglée. Ouais. Les process sont importants. Et c'est l'une de tes caractéristiques. J'ai toujours vu ça. Dans certains environnements, peuvent trouver que c'est un peu... c'est un frein, quelque part, mais effectivement, quand on a des process, tout le reste est facilité. Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir? Qu'est-ce qui te frustre dans le monde du travail? Dans le monde du travail? Oui. Et qui te pousse à agir, en fait.
dans le monde du travail en général, hein, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais ce qui me vient en tête, tu sais, Gilles, j'ai beaucoup de respect et même d'admiration pour les personnes qui aiment leur job. Je trouve que dans notre monde actuel, beaucoup de gens n'aiment pas leur job. Mais comme il y a des besoins de subvenir aux besoins de sa famille, besoin de maintenir sa place dans la société, on va se conformer et rester dans ces jobs-là. Donc, quand je vais voir notamment des développeurs, je pense beaucoup aux développeurs. Les développeurs, pour moi, peut-être parce que je suis ingénieur et c'est une cible que je côtoie beaucoup, c'est les gens qui aiment profondément le code, qui aiment profondément le travail qu'ils font, comparé à d'autres filières. Donc, ce que j'ai retenu ou ce qui me frustre dans le monde du travail, c'est je trouve que le temps est trop précieux. On ne sait pas combien de temps on a de passage sur cette vie. Donc, si on ne se donne pas les moyens ou on ne se donne pas le temps de faire les choses qu'on aime, je trouve que c'est cher payé. Et dans le monde du travail actuel, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes, beaucoup de gens qui n'aiment pas le travail. Donc, on gagnera à essayer de trouver ce qu'on aime faire ou à défaut, arrêter de faire ce qu'on n'aime pas faire. Arrêter de faire ce qu'on n'aime pas faire. À défaut, même si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Tout à fait. Alors, tu as créé plusieurs entreprises. Tu en as créé combien? 3 officiellement. 3 officiellement, ok. Oui, Alors, parle-nous un peu de ce parcours-là. Ouais. Quelles entreprises tu as créées? Pourquoi tu dis 3 officiellement? Quelles sont les autres? Parce que des fois, dans l'entrepreneuriat, tu lances, tu testes des choses et si ça ne marche pas, tu ne vas pas jusqu'à l'immatriculation. Ouais, Quand je dis officiellement, c'est que j'ai immatriculé au moins ces entreprises-là et j'ai recruté des gens dans les... En fait, ça allait plus loin qu'un PowerPoint. Ouais. Voilà, officiellement 3. Le parcours de ma première entreprise, ça a été après Rothschild. Après Rothschild, durant Rothschild ou après Rothschild, j'ai fait l'école polytechnique. J'ai fait mon master à l'école polytechnique. D'accord. Un master innovation et entrepreneuriat. Ouais. Dans cette quête d'introspection justement de ce que je ne veux pas faire, et dans cette quête d'introspection de ce que je veux faire, parce que je savais que ne voulais pas continuer à faire le travail que je faisais, à force de chercher ou de parler, je suis tombée sur ce master justement de l'école polytechnique, un master qui formait à l'entrepreneuriat et à l'innovation. D'accord. Et comme dans ma tête, il y avait cette graine sur le modèle de mes parents, voilà, je me suis dit, je ne sais pas entreprendre. Voilà, c'est ça, je me suis dit, je ne sais pas entreprendre. Mais j'ai bien aimé le modèle de vie de mes parents, malgré leur business. Et donc, Polytechnique, meilleure école d'ingénieurs de France, qui propose une formation pour former les futurs entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs. Pour moi, ça m'a juste parlé, ça m'était adressé, je trouvais. Donc, j'ai postulé, j'ai été recrutée pour ce master, qui a duré donc 1 an. Et ce qui était intéressant durant ce master, c'était vous devez très vite soumettre une idée de projet que vous allez développer durant le master. Et si vous ne soumettez pas d'idée de projet, vous avez fait un stage en entreprise. C'était ce que je voulais éviter, quoi. Ouais. Et c'est dans ce parcours que j'ai eu ma première idée de projet, et donc ma première entreprise que j'ai lancée en France en 2013-2014, qui s'appelle Entourage et maintenant, qui s'appelle Optimiam. D'accord. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi que les projets et les idées dans lesquelles je me retrouve sont des projets à impact. Différents types d'impact, impact sociétal, environnemental, social. Et voilà, il faut qu'il y ait de l'impact dans les projets qui vont me mouvoir. Et Optimiam, c'était ça. C'était comment est-ce que, collectivement, on essaye de lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui. Donc, l'idée que j'avais, c'était un problème que j'ai rencontré. Je suis beaucoup... j'ai cette expression que j'ai appelée « je fonctionne en état de veille ». Actuellement, je ne suis pas en état de veille parce que j'ai un projet, mais quand j'ai pas de projet, je suis en état de veille. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, quand je vois les gens, quand je regarde autour de moi, j'analyse les problèmes et j'essaie de les transformer en opportunités. C'est ce que j'appelle l'état de veille. J'arrive pas à le faire tout le temps parce qu'une fois que j'ai trouvé un problème que j'ai transformé en opportunité avec une solution, tu te focalises dessus. Voilà, je switch de mode. Et donc, j'étais en état de veille quand j'ai été confrontée à ce problème où il y avait un restaurateur qui jetait ses invendus en fin de journée, des produits toujours frais. Et je me suis dit, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu les payer si j'avais eu l'information. Et toi, restaurateur, tu aurais gagné au moins peut-être 50% si tu veux que tu es prêt à les jeter et rien gagner. Et c'est comme ça que cette idée est venue de créer une plateforme pour informer les gens comme moi qui sont localisés autour de ces restaurateurs qui ont des produits frais, que ces restaurateurs sont prêts à solder ces produits à moins 50% si vous venez les chercher en fin de journée.
Et c'est comme ça qu'on a Optimiam, optimiser la nourriture Optimiam. C'est comme ça qu'on s'est lancé en 2014 officiellement, après l'étude de marché et avec l'école polytechnique, comme dans l'incubateur de l'école polytechnique pour m'accompagner dans les différentes étapes, avec du financement également de l'école polytechnique. D'accord. Ils m'ont donné avec Optimiam, l'infrastructure pour bien entreprendre. Si ce n'est pas indiscret, ils t'ont donné quel financement au départ? C'était un petit financement. Je crois qu'on avait eu 5 000 euros ou 10 000 euros. C'est très bien. Ce qui est très bien pour un démarrage. Hein. Mais plus que le financement, c'est les opportunités. L'école polytechnique m'a amené au GES, le Global Entrepreneurship Summit, où j'ai rencontré Obama, où j'ai rencontré le fondateur de Brian Chesky, de Airbnb. Ils m'ont exposé, au fait. Ils m'ont exposé parce qu'ils avaient ce discours. L'école polytechnique est reconnue comme l'école qui forme les meilleurs ingénieurs de France, mais également, ils voulaient former également les meilleurs entrepreneurs. Donc, quand tu avais des idées comme Optimiam, impact environnemental, impact social, impact sociétal, on va pousser cette personne. Donc, ils m'ont donné les moyens d'entreprendre et je les en remercie énormément. Tu dis ça avec toute la réserve, toute la discrétion, tout le style, la classe que tu as. Mais en fait, Optimiam, ce n'était pas une petite entreprise. C'est quelque part, tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Tu étais peut-être première sur ce segment de marché, puisque personne ne voyait ça. Oui. Et explique-nous un peu les process. Comment est-ce que ça fonctionnait? Donc, on a développé même avant même de développer l'outil. Donc, toujours dans les méthodologies de comment est-ce qu'on entreprend dans la French Tech, parce que du coup, j'étais dans la French Tech à l'époque, on fait d'abord un test pour voir si on répond vraiment à un problème. Donc, très simple, on a identifié une université, parce qu'on s'est dit que les étudiants seraient potentiellement notre cible client, vu que c'est eux qui ont des petites bourses. Donc, on a identifié une université, on allait démarcher les commerces autour de l'université, notamment les boulangeries, les pâtisseries, les salades bars, des produits frais. Pour leur dire, en fin de journée, comment vous faites quand vous avez des invendus? Et c'est là qu'ils nous expliquent, on jette. Hein. On leur a dit, jouons le jeu pendant une semaine. Nous, on a une base mail des étudiants qui sont en face là, tous les jours, à partir de 16h, vous nous envoyez en photo, juste des photos des produits qui vous restent en vrac là. Nous, on envoie ces photos par mail aux étudiants qui sont à côté en mettant le prix à moins 50%. Et en fin de journée, on fait le bilan avec vous sur combien de ventes vous avez eu. Donc, pendant une semaine, c'est que ça qu'on a fait en envoyant une base mail de 1000 étudiants. Et du coup, les commerçants voyaient l'impact. Et on a dit, est-ce qu'on a un business? En anglais, ça sonne mieux quand on dit, ah oui, une business, right? Et donc, on a validé les trois parties. Les commerçants, nous et les étudiants. Et c'est de là maintenant il a fallu maintenant aller évangéliser les gens pour qu'ils me rejoignent. Des développeurs pour qu'ils me rejoignent, les commerciaux pour qu'ils me rejoignent, les marketeurs pour qu'ils me rejoignent alors que je n'avais pas d'argent et qui croient à l'aventure autant que moi. Et quand je fais le bilan avec eux, ils ont dit, on a cru à l'aventure parce que tu étais passionné, parce que pas le problème que tu voulais résoudre. Et on te voyait te bouger, aller sur le terrain, aller dans les médias, aller parler. C'est pour ça qu'on t'a rejoint derrière, même si le budget, il n'y avait pas un budget au départ. Mais chemin faisant, on a levé des fonds, on a levé du financement. Vous avez réussi à lever combien de points? Je crois qu'en tout et pour tout dans l'aventure Optimiam, c'est 800 000 euros. C'est énorme. 800 000 euros à l'époque, je ne me rendais pas compte, j'avais 21 ans. Ouais. Moi, j'avais 23 ans, parce que j'étais à Rothschild à 21 ans. C'est à 23 ans que je suis rentrée à l'école polytechnique. Et donc, à 24 ans, j'ai créé Optimiam. À 24 ans, j'avais déjà levé 800 000 euros. Wow. Et je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose de faisable parce que j'étais dans le monde où c'était faisable. Ouais. J'étais dans le monde de la French Tech où c'était faisable de lever de l'argent comme ça. Mais avec le recul, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires en France qui ont levé autant d'argent. Ça, c'est un point très important, notamment dans la diversité. En France, en tant que femme noire, avoir réussi à faire ça, c'est extraordinaire. Et parle-nous un peu du développement d'Optimiam. Comment ça s'est passé? Combien de temps tu l'as gardé? Tu l'as vendu après, je crois? Oui, j'ai vendu mes parts à moi d'Optimiam en partant. Combien de temps? Donc, du coup, c'est de 2014 à 2017. Je me rappelle que c'était en mai 2017 que j'ai quitté l'aventure Optimiam. Donc, pendant 3 ans et demi, j'ai développé cette aventure. J'ai démarré toute seule. Très vite, j'ai trouvé mon associé qui m'a rejoint, notamment lors d'un Startup Weekend. Par exemple, dans l'écosystème French Tech, c'est ce qui se fait souvent à l'époque. On s'enfermait pendant un week-end avec des inconnus. On venait pitcher l'idée. Je suis allée présenter mon idée en 60 secondes chrono. Et l'audience qui m'écoutait, je les invitais à se joindre à moi pendant un week-end pour qu'on développe un prototype sur la base des retours qu'on avait eu durant le test avec les commerçants. Et c'est là que j'ai rencontré une personne qui est devenue mon associé par la suite. C'est là qu'on a rencontré également les premiers développeurs qui ont commencé à développer la plateforme. Et chemin faisant, on a commencé à démarcher les commerçants. On est passé de cette ruelle de 10 commerçants à 200 commerçants. On est passé d'une équipe de 2-3 personnes à jusqu'à 10 personnes. On a levé du financement. On a eu plus de 200 000 personnes qui ont téléchargé notre application mobile pour consulter les différentes offres, les différentes promotions en ligne.
On a couvert plusieurs villes en France en moins de 3 ans. On a même commencé à travailler avec les supermarchés, Carrefour, Auchan, Franprix. On a commencé à lister leurs produits sur la plateforme. Génial. Et après, bien sûr, il y a eu d'autres plateformes qui ont rejoint le mouvement avec des modèles encore plus innovants que les nôtres et qui permettaient de répondre encore à une plus grande cible que la nôtre. Ouais. Qui est devenue cette entreprise? Donc moi, en 2017, j'ai quitté l'entreprise Optimiam pour différentes raisons, mais notamment parce que je voulais rentrer en Afrique. Parce qu'en Afrique, en 2016-2017, c'était les élections du président Talon qui a fait un appel du pied très fort, très loud à la diaspora qui souhaitait venir construire le pays avec lui. Donc moi, ça correspondait à des choix de vie où voilà, je crois qu'en 2017, je suis arrivée en France en 2006, après le bac. Voilà, en 2017, j'avais déjà fait une dizaine, 11 ans en France. 11 ans en France et je voulais voir... En fait, je cherchais ma prochaine aventure après Optimiam. Et dans l'écosystème dans lequel j'étais dans la French Tech, je n'arrivais pas forcément à innover. Je trouvais qu'on avait beaucoup d'amis, beaucoup d'innovations se faisaient déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas rentrer au Bénin à ce moment-là. Et donc, j'ai parlé avec mes investisseurs de l'époque à qui j'ai revendu mes parts. Et ils ont continué l'aventure pendant quelques années encore avant, je crois que l'entreprise a fermé aujourd'hui ou s'est fait racheter peut-être. Mais moi, je suis rentrée au Bénin en 2017 du coup. Formidable. Et c'est un parcours que les entrepreneurs ont besoin de comprendre. Et souvent, dans nos écosystèmes en Afrique, une idée est considérée comme une entreprise, au Sénégal en tout cas. mais une idée n'est que le début d'une entreprise. Il y a beaucoup de choses à faire. Et des fois, même ça n'arrive pas. Oui. Moi, j'ai un de mes mentors qui avait une phrase, c'est en anglais qu'il a dit If you're not making money, you have a hobby. Yes. Not a business. If you're not making money, you have a hobby and not a business. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous avez un hobby et non pas un business. C'est vraiment très, très vrai. Alors, ce que tu as remarqué au moment où tu as créé cette entreprise, c'est qu'il y avait un problème sur le marché et tu as trouvé la solution au problème. Qu'as-tu fait après? Quand tu es rentré au Bénin, tu as monté un cabinet de conseil ou... Pas directement. Quand je suis rentrée au Bénin, je suis rentrée pour travailler pour le gouvernement Talon à Semen City. Oui. Semen City qui est ce hub d'innovation porté par Claude Borna qui repose sur 3 piliers. La formation, la recherche. La formation, la recherche et l'entrepreneuriat. Et donc moi, j'ai rejoint l'équipe de Claude Borna pour justement diriger les programmes entrepreneuriaux. Et pour moi, c'était une bonne passerelle parce que je n'ai pas entrepris en Afrique. Je n'ai même pas travaillé en Afrique. Dès que j'ai eu mon bac au lycée Montaigne, je suis directement allée en France. Donc c'était nécessaire pour moi, même si je sais très bien que je suis entrepreneur fondamentalement et que je vais entreprendre, c'était nécessaire pour moi de comprendre et de me familiariser à l'écosystème entrepreneurial, de comprendre les besoins, d'apporter des solutions aux entrepreneurs et de découvrir les opportunités et les problèmes à résoudre. Donc j'ai rejoint Semen City en 2017 directement pendant 2 ans jusqu'en 2019 où on a pu, avec les différentes équipes de Semen City à l'époque, la Dream Team, on s'appelait, il y avait des profils fabuleux. On a pu apporter des solutions à l'écosystème pendant 2 ans et après je me suis mise à mon compte et en tant que consultante sur l'entrepreneuriat et l'innovation où j'accompagnais les bailleurs de fonds, les États, même Semen City était encore un de mes clients. À ce moment-là, j'accompagnais différentes organisations pour structurer leurs programmes à destination des entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, pas qu'au Bénin. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Je t'ai rencontré au mois de mai 2017. Lors d'un événement qu'on portait à Semen City. Et que tu portais avec les équipes de Semen City. Exactement, un très bel événement, le Forima. Oui, absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu passes de cette société de conseil que tu avais, et où tu conseillais beaucoup d'entrepreneurs, je crois que tu es reparti sur un cycle d'études. Oui. Alors raconte-nous cette partie de ton parcours. C'était en 2022. Donc oui, quand j'ai quitté Semen City en 2019, je me suis mise à mon compte jusqu'en 2022, donc consultante sur différents programmes, différents projets. Si je veux être honnête, je pense que j'étais arrivée à un carrefour. Oui, j'étais arrivée à un carrefour où j'avais besoin de me renouveler. Je n'avais pas, tu vois, toujours, ça me rappelle encore un petit peu la phase que j'avais à Rothschild, cette quête, cette recherche d'introduction. De plus. Oui, de plus. Que faire de plus? Je sais que je ne veux pas travailler pour quelqu'un, mais les opportunités qui étaient proposées, voilà. Non, je ne dis pas non au fait de travailler pour quelqu'un parce que j'ai travaillé à Semen City, donc je ne suis pas contre le fait de travailler pour quelqu'un, ce n'est pas ça mon sujet. Mais il faut que le challenge qu'on me propose corresponde à un challenge que je veux relever à ce moment-là. Donc à ce moment-là, dans l'écosystème, je ne voyais pas forcément de challenge à relever.
si je dois être honnête. Et le consulting, j'aime beaucoup le style de vie que le consulting m'offrait. Mais je ne vais pas me lever en me disant j'adore le consulting. Je ne sais pas s'il y a des gens qui adorent le consulting. Moi je n'adore pas le consulting. Mais j'aime beaucoup et je suis totalement consciente de la richesse de vie et le style de vie que m'offre le consulting. Donc, je suis arrivée à ce tournant où je cherchais quoi faire de plus. Et encore une fois, il y a une formation qui m'a été proposée avec le MIT Sloan en Asie du Sud-Est qui voulait du coup former les dirigeants des pays émergents. Alors MIT Sloan, précisons ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. C'est la business school du MIT. Oui, qui se trouve à Boston comme à Harvard Business School. Exactement, qui se trouve à Boston. Est parfois moins connu que Harvard en termes de business. Oui. Alors que c'est l'une des 5-10 meilleures écoles de business au monde, qui est plus connue pour l'aspect ingénieur. ingénieur. MIT même, oui. Tout à fait. Technologie, tout à fait. Donc le MIT Sloan a entrepris, je crois, en 2016, une démarche de s'installer dans des pays émergents parce qu'ils savent aussi que c'est là que l'avenir est en train de se passer. Et pour ça, ils veulent aller former les dirigeants des pays émergents. Et donc, ils se sont installés en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie. C'est là que le partenariat a pris place pour former ces leaders-là. Et quand on va faire son MBA là-bas, il y a, moi, mes camarades de classe, c'était des Indiens, des Chinois, des Boliviens, quelques Américains également, mais des Africains. Donc, tous les dirigeants ou les professionnels qui ont l'ambition d'aller transformer, impacter leur continent émergent venaient apprendre avec la méthodologie du MIT Sloan, mais dans un contexte de pays en développement, de pays émergents. Donc, on était basé en Malaisie, mais en même temps, on couvrait les 5 pays. En tout cas, on a travaillé sur 5 pays dans l'Asie du Sud-Est. Donc, Malaisie, pour moi, ça a été Malaisie, ça a été Singapour, Indonésie, Philippines, et il y a un 5e que j'oublie souvent, mais ça me reviendra. Vietnam. D'accord. Et Vietnam. Et bien sûr Boston, parce qu'on faisait des allers-retours avec Boston. D'accord. Et les professeurs de Boston venaient également chaque semaine en Malaisie. Donc, tu vivais en Malaisie à ce moment-là? Wow. Oui, j'ai passé 1 an et demi. Un an et demi. Ouais. 1 an et demi en Asie. Ouais, belle expérience. C'est pour ça que j'ai même accepté de faire ce MBA. Parce que j'avais, dans le cadre de mes écoles d'ingénieur, j'avais déjà fait un semestre aux États-Unis. J'étais à Dayton, dans l'Ohio. Donc, le système américain, les études américaines, j'ai fait déjà un semestre, je voyais ce que c'était. J'ai mon parcours en France avec en école d'ingénieur qui a une très bonne visibilité également. Donc, si je devais repartir encore pour une formation, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus pour mon CV. Et c'était cette dimension asiatique et pas n'importe quelle Asie émergente, oui. Proche des réalités africaines. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce MBA en me disant 2 en 1, tu as la signature MIT Sloan, mais c'est contextualisé et ça te plonge pendant quelques années, quelques mois dans un continent que tu ne connais pas. Tu sais que la Malaisie a un point commun avec le Bénin. Dans les années 60, le ministre de l'Agriculture, un certain monsieur Moïse Vincent, leur a apporté des palmiers à huile. Oui. Ouais. Oui, on a visité une île là-bas et justement, il disait que les palmiers ont été importés du Bénin. Je ne comprenais pas au début. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'ai vu aussi qu'à un moment donné, ils fournissaient pas mal de... à un moment donné, je ne sais plus sous quel gouvernement, il y a pas mal de missions entre la Malaisie, beaucoup de consultants malais qui venaient faire des missions au Bénin. Ouais, ouais. Ouais. Cette expérience t'a donc permis d'ouvrir encore une fois tes champs de vision. Et quelle a été la vision initiale qui t'a fait lancer Entourage Africa? C'est marrant que tu lis ça par rapport à la Malaisie parce que peu de gens le savent, ça a démarré là-bas. D'accord. Ça a démarré là-bas. Parce que pareil, quand moi je suis rentrée dans ce MBA, je savais très bien que, contrairement à tous mes camarades de classe, ce qu'il faut savoir quand on fait un MBA, c'est pour changer trois triptyques. Soit de localisation, soit tu veux changer de localisation pour ton prochain job, auquel tu n'auras pas accès sans le MBA, soit tu veux changer ton secteur, soit tu veux changer ton industrie. Il y en a un 4e, tu vas sans changer de salaire. Oui, ça va forcément avec normalement. Normalement, vu ce que tu investis pour faire un billet, on espère que tu auras un bump sur ton salaire. Oui. Moi, en y allant, je savais très bien qu'après les 2 ans de MBA, je reviendrai au Bénin. Je n'avais pas un doute dessus. Je savais très bien que je reviendrai au Bénin pour soit lancer mon entreprise ou pour voir les opportunités au niveau du gouvernement s'il y a des choses qui s'alignaient avec ce que je voulais faire. Mais je n'avais pas du tout l'optique d'aller dans les Big Four comme mes différents camarades de classe ou d'aller dans différents pays. Et je voulais aussi, j'ai pris le parcours entrepreneuriat. Il y avait une filière entrepreneuriat dans le MBA, un petit cursus entrepreneuriat. Et donc, je suis allée avec cette vision de dire, je veux voir comment ces pays émergents qui ont eu leur indépendance quasiment à la même période que nous, voire même un petit peu après nous,
Ça a commencé en 62 chez eux. C'est en 58-60 qu'on a commencé en Afrique de l'Ouest. Donc, ces pays qui ont été indépendants un petit peu après nous, comment est-ce qu'ils ont fait pour être plus développés que nous? Est-ce que c'est par quel levier? Et aussi, comment est-ce qu'ils entreprennent? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très ancré en Asie du Sud-Est. Comment est-ce qu'ils entreprennent? C'était avec cette vision que je suis allée. Ta question qui est de dire, du coup, comment ça a semé les graines d'entourage? J'ai rencontré un de mes camarades de classe également qui avait la même vision entrepreneuriale. Lui, c'est un Russe. Il est venu pour les raisons qu'on connaît. Il voulait fuir la guerre qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est pour ça qu'il est venu faire le MBA. Très brillant. Il fait de la physique quantique. Mais il voulait entreprendre comme moi. Donc, on était 2-3, je crois, dans toute la cohorte à vouloir rester entrepreneur ou devenir entrepreneur. Donc, on s'est dit... c'est moi qui portais ce projet, entourage d'ailleurs. C'est entourage qu'on appelait même depuis le MBA. J'ai toujours eu cette réflexion depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on valorise les compétences? Comment est-ce qu'on valorise les compétences des gens autour de nous pour aller plus loin? Donc, quand on était dans le MBA, la solution, c'était de dire comment est-ce qu'on va valoriser les acquis et les compétences des gens qui sont plus loin que nous, pour que nous, les étudiants, on puisse trouver notre prochain job, notre prochaine opportunité. Les gens qui sont plus loin que nous, c'est les alumni. Donc, ce qu'on a fait durant la première version d'entourage que personne ne connaît, c'était de dire on a développé une plateforme pour connecter les alumni, pour faciliter l'échange entre les alumni et les étudiants du MBA pour avoir des opportunités. Parce que quand on a fait notre étude de marché, on a parlé avec HEC à Singapour, avec le MIT Sloan, avec Harvard et tous ces Ivy League. Ils ont tous des alumni, mais ils n'ont pas une plateforme dédiée qui facilite les échanges. Ils n'ont que des fichiers Excel où tu dois prendre contact toi-même. Et c'est archaïque, ça ne marche pas. Donc, on avait développé cette plateforme-là avec le MIT Sloan et Asia School of Business, où on facilitait les échanges avec les alumni. Donc, ça a eu un bon écho au sein de notre cohorte, au sein du MBA, mais on s'est rendu compte, en fait, le problème, on l'a mal identifié. Parce que les gens sensibles n'ont pas l'argent. Les étudiants, ils cherchent un job, au fait. Donc, c'est très bien. C'est une très belle idée, mais qui ne faisait pas gagner de l'argent. Donc, les alumni, oui, ils veulent jouer le jeu pour vous donner des feedbacks, mais ce n'est pas eux qui donnent le job. C'est peut-être également leur chef à eux qui donnent le job. Donc, ils étaient disponibles pour faire des sessions de conseil. Les étudiants étaient très demandeurs, mais à la fin, qui paye? Donc, ça, on n'a pas réussi à craquer le code sur ça. Et quand on a fini le MBA, que je suis revenue au Bénin, moi, je tenais toujours ce truc de compétences. Comment est-ce qu'on valorise les compétences? Et dès que je suis rentrée au Bénin, j'ai commencé à faire mes différents coffee chats, on appelle ça, où je sollicitais mon réseau en disant c'est bon, j'ai fini mon MBA, je suis de retour, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment je peux aider? Et j'ai réussi à avoir plusieurs coffee chats de 15-20 minutes avec différentes personnalités de notre écosystème qui m'exposaient un petit peu les chantiers à venir. Et il n'y a pas eu de challenge qui me parlait à ce moment-là. Mais en faisant le bilan, je me suis rendu compte que j'avais quand même eu une bonne vingtaine de coffee chats avec des gens de haut niveau. Et est-ce que j'étais chanceuse? Est-ce que j'étais privilégiée? Ou est-ce que j'ai un bon réseau que j'ai travaillé et que j'ai mérité ces coffee chats? Et c'est là que la graine a recommencé à être semée en se disant valoriser les compétences, valoriser les talents. Toutes ces personnes-là qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, beaucoup plus exposées que moi, le fait qu'elles prennent 20 minutes pour me faire des feedbacks sur ce que cette formation m'a apporté et comment ça peut les aider, tout le monde gagnerait à avoir ces échanges. Mais moi, j'ai pu les avoir parce que c'est des gens que je connais. Comment est-ce que je mets le temps de ces personnes à disposition d'autres profils ambitieux comme moi? C'est de là que l'idée d'entourage est venue, créer ce pont entre des devanciers qui gagneraient, qui souhaitent même échanger avec des profils ambitieux et comment je fais de l'argent cette fois-ci avec ça. De nouveaux modèles. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est cette générosité, cet altruisme, cette façon de d'abord penser aux autres. Tu es venu et tu as fait des coffee chats pour voir comment est-ce que tu peux aider. Et c'est un point très important parce que je crois que l'homme et la femme sont naturellement profondément égoïstes. Et dans l'éducation, on apprend aux hommes et aux femmes à être un peu plus altruistes. Mais ils vont à l'encontre de leur nature. Cela dit, à chaque fois que tu es altruiste, les choses, les étoiles s'alignent. Il y a des choses qui arrivent. Et là, tu as eu sûrement du feedback et des informations intéressantes sur le marché qui t'ont permis vraiment de cristalliser sur ce point des talents. Alors, quelle a été la vision au départ et comment est-ce que ça a commencé? Mais ça a commencé après tous ces différents coffee chats, qui est de dire, OK, je me rends compte qu'en 20 minutes,
de tous les feedbacks précieux que j'ai, comment en faire bénéficier au maximum de gens? Comment faire pour que le temps et les conseils précieux des devanciers accélèrent les trajectoires des professionnels et des entrepreneurs en Afrique? C'est le bilan que j'ai fait après tous ces coffee chats. Et ce comment, ça a été du coup, cette solution, ça a été de dire, on va devoir filtrer, parce que c'est pas tout le monde, ils ne pourront pas répondre aux questions de tout le monde vu qu'ils sont très occupés. Et pour filtrer, on a fait le pari d'un modèle innovant qui est de dire, on va faire payer le temps de ces gens-là. De l'autre côté, en même temps, ces gens n'ont pas besoin de mon argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Et bien là, on a mis en avant la couche association. Même si vous, l'argent, ce n'est pas important, mais nous, votre temps est précieux, il faut qu'on le valorise. Et tous les revenus qu'on gagnera, on le reversera à une association de votre choix. Et là, le message passait également pour ceux qui ne voulaient pas être payés. Et maintenant, pour les clients, c'est un no-brainer. Tu veux avoir 1 heure de Gilles Akoyin pour parler avec Gilles Akoyin, avoir des conseils, ça coûte tel nombre de CFA. Est-ce que tu es partant pour ça? Parce que Gilles Akoyin a beaucoup de demandes. Et il faut qu'on filtre ces demandes. Il faut qu'on voit qui est sérieux dans cette demande-là. Ah, c'est vrai, je fais partie des experts. Je taquine. Et c'est une idée qui a germé et qui nous a plu, les experts que tu as choisis. Quand j'étais contactée, tu vois, par exemple, toi, je te compte dans les coffee chats que j'ai eus. Je te compte dans les coffee chats. Absolument. Quand je t'ai contacté, j'ai dit, Gilles, c'est 15 minutes. Tu demandes 15 minutes. J'aimerais avoir ton avis sur un sujet. Je ne suis pas venue te vendre quelque chose. Voilà, je t'ai dit, juste un catch-up. Voilà ce que j'ai fait pendant 2 ans où on ne s'est pas trop eu au téléphone. Je suis allée faire ce MBA, je suis revenue, j'ai eu cette idée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un PowerPoint, il n'y a rien qui est live, mais par contre, il y a telle personne qui est déjà on board. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'as donné tes feedbacks sur le positionnement. J'ai fait mes devoirs de maison, j'ai retravaillé les choses pendant, je crois que c'est 2-3 mois que j'ai pris pour le lancer, entre les premiers calls jusqu'au lancement, 3 mois. 3 mois pour partir de l'idée de ma tête, ensuite PowerPoint pour présenter, ensuite développement d'une plateforme de test, ensuite onboarding des experts et ensuite lancement live. Donc ça a pris 3 mois et pendant ces 3 mois, il y a toute une phase de communication intensive sur les réseaux pour informer du lancement imminent de cette plateforme qui va dorénavant accélérer leur trajectoire en Afrique. Oui. C'est extraordinaire parce que tu donnes plein de petits outils qui ne sont pas si petits que ça, qui sont très importants dans la construction d'une entreprise. Oui. Toutes les étapes par lesquelles tu passes. Tu as commencé par parler de processus et je suis sûr que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent avec attention vont prendre des notes parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir tester le marché. À chaque fois que tu as lancé une entreprise, tu as testé le marché d'abord. Exactement. Ouais. C'est vrai que moi, je le prends vraiment pour acquis parce qu'une fois de plus, je suis un enfant de la French Tech. On nous a appris la méthodologie. Il y a un terme que mes amis et moi, on utilise, l'ingénierie entrepreneuriale. On pense fondamentalement que tout le monde peut apprendre à entreprendre. On ne dit pas pour autant que l'entreprise va être successful, va être une réussite, mais il y a... Je ne veux pas dire que je veux déconstruire le principe de dire que tout le monde n'est pas entrepreneur. Oui, il y a des gens qui ont des aptitudes, des facilités pour avoir le mindset entrepreneurial. Mais par contre, il y a des méthodologies qu'on peut suivre quand on veut lancer une entreprise. Après, maintenant, le marché nous dira si l'entreprise va marcher ou pas. Et ça, c'est vrai que moi, je le prends souvent pour acquis parce que, voilà, en tant qu'enfant de la French Tech, en tant qu'entrepreneur de la French Tech, j'ai appris cette méthodologie. En tant qu'ingénieur, j'ai appris la rigueur des processus. Et du coup, dès que je dois lancer n'importe quelle idée, je sais comment passer de 0 à 1. Ensuite, comment tu passes de 1 à 100. Comment tu passes ensuite de 100 à 1000. Et quand je parle des chiffres, c'est des clients. Il y a un process. Comment tu passes de 0 client à 1 client. De 1 client à 100 clients. De 100 clients à 1000 clients. Et après ça, 1000 clients, tu peux reproduire la même machine. Le plus critique, c'est ces différents milestones-là. Et ça, c'est des processus. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. Tu démarres avec une idée, mais tu ne vas pas aller voir les gens avec l'idée. Ensuite, tu mets ça sur écrit, un PowerPoint, une présentation. Tu présentes aux gens. Ensuite, tu testes très vite sur le marché. C'est ce qu'ils appellent le MVP, Minimum Viable Product. Tu testes sur le marché. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans l'écosystème africain, évitent de faire le MVP pour différentes raisons. Oui, mais moi, mon projet, c'est un projet hardware. Du coup, je ne peux pas faire du MVP. Oui, mais moi, c'est mon projet qui nécessite du financement. Moi, je déconstruis toujours ça. Tout projet peut être testé avec un minimum de budget en un temps très court, rapide. Dans l'exemple d'Optimium, j'ai pris l'exemple de la ruelle. On n'a envoyé que des mails. Un entrepreneur africain classique n'aurait même pas fait ce test, il aurait juste développé la plateforme et ensuite il irait voir les commerçants pour les mettre sur la plateforme. Alors que juste aller parler aux commerçants pour avoir leur buy-in, leur accord et ensuite faire un email, c'est déjà en train de tester. Si je prends l'exemple d'entourage à tester,
Je n'ai pas besoin d'attendre le lancement de la plateforme Entourage pour commencer à faire des consultations. Il y a Zoom qui existe. Il y a WhatsApp qui existe pour faire la promotion. Je peux juste prendre la photo avec l'autorisation de Gilles Akoyi, prendre sa photo, le mettre dans mes statuts WhatsApp en disant si vous souhaitez parler avec Gilles Akoyi, répondez-moi en inbox. Je vous envoie le lien de paiement Momo ou PayPal. Et une fois que vous avez payé, je vous envoie un lien de Zoom pour parler avec lui. Certes, c'est archaïque, mais au moins, ça permet de tester. Pas besoin d'attendre la plateforme finale développée comme on a aujourd'hui, où tout est bien processé, comme tu connais, quoi. Moi, je refuse cette idée de dire on ne peut pas tester. On peut toujours tester avec un minimum de budget et en un temps très rapide, juste pour valider son idée. Et ensuite, maintenant, on recrute les équipes, on développe le produit final, on communique, on fait tester encore avec à ses futurs clients. Cette façon de faire qui consiste à être dans l'excellence, qui consiste à aller dans le détail, moi je l'ai vu puisque effectivement on a fait un talk ensemble et puis après c'est moi qui t'ai relancé après parce que je voulais avoir une autre discussion avec toi, je crois. Et j'ai tout de suite été enthousiaste pour cette idée. On m'a même connecté à d'autres experts. Tout à fait. J'ai trouvé que ton idée était superbe mais quels sont les points sur ton idée, sur ton plan, sur ta vision, que les gens ont eu du mal à comprendre au début? Quand je prends par exemple les experts, je me rappelle de conversations, pas avec toi parce que toi tu es anglophone. Avec certains experts, ils étaient là. Tu crois que les gens vont payer pour nous parler? Ça, c'est beaucoup le premier retour que ces experts. Mais par contre, ils appréciaient l'innovation du modèle. Oui. Parce qu'ils se disent qu'ils sont tellement sollicités pour du mentorat et qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Moi, dès le débat, je leur ai dit, c'est du mentorat payant. Et ce n'est pas à cause de l'argent que vous le faites, on le sait. Ce n'est pas les 300 € par session qui vont vous mettre faire la différence. C'est pour la transmission. Mais nous, on a besoin de vous donner le gage de sérieux que vous attendez. Mais beaucoup de les premiers retours des espèces, c'est tu penses vraiment que les gens vont payer ça en Afrique, chez nous, là? Mais testons. Du coup, pour eux tous, c'était juste testons. Nous, en tant qu'experts, on te donne juste l'accord d'utiliser notre image pour tester. On sera agréablement surpris. Et comme tu parlais d'excellence et de professionnalisme, après chacune d'école, je faisais un compte-rendu. Oui. Tous les mois, j'envoie un compte-rendu aux experts. Voilà ce qu'on a réussi à faire en un mois. Voilà où on en est. Le lancement est prévu pour telle date. On a déjà plus de 600 personnes qui se sont inscrites à la liste d'attente, qui attendent d'échanger avec vous. Et ils appréciaient cette rigueur, ce professionnalisme, cette excellence qu'on développait. Et ça leur donnait le là de ce que la plateforme allait devenir. Ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que cette plateforme-là a été très innovante et continue de l'être. Tu as commencé par le coaching en ligne, les one-to-one, mais tu as tout de suite expand. Oui. Quels sont les autres produits que tu as développés? Si tu te rappelles, Virgile, donc on a commencé avec le coaching one-to-one en ligne, et je crois 3-4 mois après, parce que c'est en décembre, je me rappelle que je t'ai écrit pour un call en disant j'ai besoin de challenger une nouvelle idée avec toi. Ça, je le fais souvent. Je dirais, quand on s'est lancé avec une quarantaine d'experts pendant 3 mois. Donc, juste pour donner la temporalité, j'ai eu mon diplôme en juin 2024, mon MBA. Je suis rentrée au Bénin en mi-juin, là. Et j'ai commencé les coffee chats et l'école avec les experts. Et en septembre, on s'est lancé. De juin à septembre, il y a eu toute une phase de développement de la plateforme, de communication en ligne pour créer de l'attente sur la plateforme. En septembre, au début, on devait se lancer avec 30 experts. On a fini avec 40 experts. On s'est lancé avec 40 experts pendant de septembre à décembre pour se concentrer sur ces 40 experts. Au bout de 4 mois, dans ces 40 experts, je dirais j'ai une dizaine d'experts phares que je vais voir pour challenger mes nouvelles idées, avoir des conseils. Et en décembre, je t'ai contacté en disant, on a de bons retours. D'ailleurs, toi, tu étais un des premiers à avoir tes premières sessions, comme Nabou, comme Stan, comme d'autres experts qui ont eu les premières sessions. Mais on pense qu'il y a d'autres produits qu'on peut développer, notamment, là, on a commencé avec le one-to-one en ligne. Je pense qu'il y a peut-être un produit one-to-many, mais qui restera toujours le même standard premium. Mais par contre, le tarif va être partagé par 4 personnes. Donc, au lieu de faire juste du one-to-one, ce sera toi, Gilles, avec 4 clients. Et du coup, le tarif horaire est divisé par 4. Et ça reste plus accessible. Parce qu'on avait ce retour, c'est bien. Les clients nous disaient, on adore l'idée d'entourage, on adore la mission d'entourage, mais c'est vrai que 300 € la session, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, on a dit, on entend. On va trouver une solution. Mais il y avait le choix de dire, soit on baisse le prix des experts, soit, en étant innovant, tu gardes le même prix, mais tu proposes d'autres personnes. Nous, on a choisi ensemble, avec les experts, de proposer plusieurs personnes, mais en gardant toujours le standing. Et ça, on l'a testé, avec plus ou moins de succès, mais moins de succès quand même, parce que très vite, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas aux besoins. Oui. Et ça, c'est un message pour les entrepreneurs. Une bonne idée, sur le principe, n'est pas forcément concluante.
Oui. Parce qu'on a pris les retours de la communauté qui nous ont dit que ce n'est pas trop accessible. On a proposé un produit plus accessible, mais toujours premium. Donc, on passait de 300 € à 75 € par personne. Donc, 75 fois 4, 300 €. Mais on s'est rendu compte de la faisabilité que, en fait, les gens n'avaient pas forcément envie de présenter. Partager avec quelqu'un d'autre. Exact. Oui, oui. Donc, même si c'était moins cher, on se retrouvait toujours à avoir plus de sessions one-to-one à 300 € que des sessions one-to-many à 75 € par personne. Donc, très vite, au bout de 6 mois, on a coupé ce produit de one-to-many, mais au moins, on est à l'écoute de notre communauté. Et très vite aussi. Très à l'écoute, d'ailleurs. Très à l'écoute. On est très à l'écoute de notre communauté. Et très vite également, on nous a dit, c'est bien les formats en ligne, on est nombreux à apprendre d'entourage parce qu'on fait des masterclass gratuites et tout ça, mais on n'a pas encore tous des projets assez solides qui vaillent le coup de parler en one-to-one avec un expert. Mais on aimerait bien les rencontrer, on aimerait bien échanger avec eux. On s'est dit, tiens, nos experts, en fait, ils voyagent beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils voyagent beaucoup qu'ils ne conservent qu'une heure de temps en temps dans leur planning pour faire l'école. Absolument. Mais quand ils voyagent, qu'est-ce qu'ils font dans les pays qui ne sont pas dans ces pays-là? Ce serait bien qu'on leur propose des dîners privés avec notre communauté qui est dans ce pays-là. Et pareil, j'appelle encore une quinzaine d'experts pour exposer l'idée de dîner privé lors de les voyages. Et ils ont tous validé en disant que ce sera des sessions entourage, mais en présentiel, et pas en one-to-one, mais avec un petit groupe. Et donc, du coup, durant ces rencontres privées-là, on ne parle pas du projet à fond, on parle un petit peu du parcours de l'expert, ses stratégies, ses succès, ses échecs, comment il a fait pour être là où il en est. Donc, c'est beaucoup des rencontres d'inspiration en petit comité, limité à 5-6 personnes, mais également du networking entre les convives qui se rencontrent entre eux, qui prennent des numéros de téléphone et qui potentiellement font des collaborations entre eux. Donc, ça, c'était le deuxième produit qu'on a rajouté sur Entourage, les dîners privés, les événements. Et enfin, le troisième produit qu'on a rajouté il y a 3 mois, c'est les ateliers stratégiques. Oui. Toujours en étant à l'écoute de nos clients, il y en a qui nous ont dit, nous on a passé le cap des dîners parce que notre projet est un peu plus avancé pour être juste exposé devant tout le monde. Par contre, il n'est toujours pas encore assez robuste pour le one-to-one parce que le one-to-one, c'est vraiment de l'accélération. On le voit dans les feedbacks, les avis clients qui nous envoient à la fin de chaque session. Ils nous disent, en 1 heure, j'ai eu 20 ans d'expérience. Et souvent, quand on va dans ces one-to-one, ce n'est pas quand on est encore en train de réfléchir sur le projet. C'est quand même 300 €. Donc, l'investissement en argent et aussi en professionnalisme par rapport à l'expert demande d'avoir un projet un peu robuste. Donc, on a mis en place les ateliers stratégiques qui sont destinés à des experts qui ont des outils qu'ils veulent partager sur leur expertise pour permettre à notre cible, nos entrepreneurs ou nos professionnels de commencer à utiliser ces outils pour structurer leur projet minimum avant de venir en one-to-one. Donc, on va avoir des ateliers stratégiques qui durent 3 heures en moyenne et qui sont limités entre 6 et 10 participants maximum pour pouvoir apprendre la méthodologie de ces experts-là et repartir avec des outils pour structurer leur projet. Et ensuite, ça débouche sur du one-to-one quelques mois plus tard pour dire, voilà, mon projet est prêt maintenant à être challengé et à avoir une accélération par vous en 1 heure. C'est super, c'est extraordinaire et on revient toujours à process. Oui. Un système, quand on a un système, la vie est facilitée et simplifiée. Pendant le dernier cours que nous faisions, il y a quelqu'un il y avait 2-3 personnes qui étaient impatientes, qui voulaient savoir comment parler en public avec impact dès le début. Et à un moment donné, il y a l'une des participantes qui dit « Trust the process ». C'est vraiment ça, il faut avoir la patience de le faire. Ce que moi, j'admire dans les dîners, parce qu'on en a fait quelques-uns. J'ai eu la chance de participer au dernier à Cotonou. C'est que nous aussi, on apprend. Parce que le premier dîner, j'avais préparé un petit peu dans ma tête les réponses aux questions des personnes. Le deuxième, j'ai fait un peu plus de travail de recherche. Et puis le troisième, on a décidé de faire une partie de masterclass. Parce que en réalité, ils veulent savoir, ils veulent avoir du contenu. Et j'ai trouvé que ça passait bien et que les gens appréciaient. Et on a toujours le temps d'avoir aussi d'autres questions qui sont posées de façon spontanée le soir même. Et moi, ce que j'aime bien à dîner, parce que c'est vrai que les gens pensent souvent qu'Entourage, c'est une plateforme que pour les entrepreneurs. Pas du tout. 45% de nos clients sont des professionnels et cadres en entreprise. Parce qu'ils viennent également avec le problématique de cadre, comment développer mon leadership pour mieux fédérer mes équipes, comment gérer des conflits dans mes équipes. D'ailleurs, toi, Gilles, ta dernière cliente dont je me rappelle il y a 1 semaine ou 2 semaines, c'est comment je prépare un entretien d'embauche pour être sûr que c'est moi qui va être recruté. Oui. Et c'est ce genre de questionnement que les clients sur Entourage viennent avoir parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir pour leur argent et ils vont forcément se démarquer par la suite. Oui. Alors, personnellement, quelles sont les 3 ou les 2 ou 3 plus grandes leçons que l'entrepreneuriat t'ont apprises? Waouh, il y a tellement de leçons. Tellement de leçons. Aujourd'hui, si je dois retenir...
Je m'accroche toujours, je pense que mes équipes le voient aujourd'hui au quotidien. Je m'accroche toujours sur le mantra d'un de mes mentors là. If you are not making money, you have a hobby, not a business. Yes. Je pense que dans ma première entreprise Optimiam, j'avais pas... Alors que c'est durant cette entreprise qui m'a coaché, hein, ce mentor-là. Dans ma première entreprise, j'étais French Tech, j'ai levé de l'argent. L'argent des autres finançait le développement de ma boîte. Mais ça venait avec beaucoup de contreparties aussi. Hein. Tu ne cèdes pas. Là, il n'y a pas de sujet sur le fait de céder ton capital. Moi, je préfère avoir 10% de quelque chose qui vaut énormément que 100% de quelque chose qui ne vaut pas. Mais fondamentalement, dans le modèle que j'ai, dans le modèle de développement de mon entreprise que j'avais choisi pour ma première boîte à 23 ans, hein, j'avais 23 ans, c'était la levée de fonds. Parce que dans la Fresh Tech, oui, voilà, quand on veut faire des startups qui scalent très vite, qui grossissent très vite, on doit mettre du financement derrière. Mais avec ce financement, il y a beaucoup de contreparties, beaucoup de stress, beaucoup de, comment on dit, d'attentes ou de retour qu'on doit faire aux investisseurs. Et puis, ils veulent aussi savoir ce qui se passe, donc ils font un suivi régulier. Exactement, suivi régulier. Et aujourd'hui, dans mon entourage, je n'ai pas la même approche de développement de l'entrepreneuriat. C'est plus le mantra de mon mentor là, qui me vient en tête, c'est dès le début, il faut absolument qu'on soit, je ne vais pas dire rentable, mais il faut qu'on génère du chiffre d'affaires. Il faut que l'argent qu'on utilise pour se payer les salaires, le loyer, les frais de fonctionnement, il faut que ce soit le client qui nous paye. Déjà parce que ça nous permet de garantir le fait qu'on est en train de résoudre un vrai problème. Oui. Alors que quand c'est la levée de fonds, des fois, on n'a pas encore confirmé l'adéquation produit-marché. Là, on n'a pas le choix. On écoute le client parce que c'est lui qui nous paye au final. Et donc ça a changé mon approche de l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, de se dire, ça va être le client qui va financer ton développement. Ça paraît basique comme ça, mais pour moi, ça n'est pas parce qu'une fois de plus, je viens d'un écosystème où c'était un peu moins évident, cette question-là. Deuxième leçon que j'ai peut-être appris ou que je retiens de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on a répété, hein, les process. Je l'ai encore plus, d'entourage, je l'ai encore plus mis en place, plus que dans Optimiam. Pour différentes raisons, mais notamment par rapport à la cible à laquelle je m'adresse. J'avais profondément à cœur de ne pas décevoir les experts qui m'ont fait confiance. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point j'étais fière que ces experts me fassent confiance. Donc, j'avais profondément à cœur de tout faire de manière professionnelle. Je voulais que quand les gens entendent parler d'entourage, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est une boîte béninoise. C'est une boîte aux standards internationaux. Absolument. Une boîte internationale. Oui. Et du coup, ça, on le prouve aujourd'hui. Il y a plein de gens qui pensent qu'entourage, ils pensent que je suis à Paris, que l'équipe d'entourage est à Paris. Parce que même dans notre communication, dans le marketing, dans les visuels, tout ce qu'on sort d'entourage, ben, ils vont se dire, ah, ce n'est pas des codes africains, ça. Ce n'est pas des codes des entreprises locales. Et moi, je dis souvent aux gens, je ne me considère pas en compétition avec des Béninois ou avec des Ivoiriens. Tu sais avec qui je me suis en compétition, moi? Avec mes collègues du MIT. Bien sûr. Je veux que si jamais il y a une réunion là dans 10 ans, je veux pouvoir dire j'ai fait une entreprise qui est aussi valable, aussi valorisante que l'entreprise dans laquelle tu as travaillé. Donc c'est ça mon standard. Valorisé à la BRVM ou ailleurs. Ou ailleurs. Oui. C'est ça mon standard aujourd'hui. Oui, c'est très très bien. Et je peux faire un retour d'expérience parce que c'est important de le comprendre. J'ai été très impressionné par les trois, enfin, l'une en particulier, mais les trois collaboratrices qui ont participé à cette formation à la prise de parole en public que nous avons. Oui. Et les process sont là. Oui. À 9h30 le matin, il y a un process. Oui, tu as vu. Hein. Oui, tout à fait. Elle sortait un petit peu, oui. Tout à fait. Et c'est très bien. Alors, comment l'entrepreneuriat a-t-il transformé la personne que tu es aujourd'hui? C'est une excellente question. À 2 niveaux. Je pense qu'il y a... Ça va être la question de pourquoi tu te lèves le matin. Pourquoi on se lève le matin fondamentalement. Tu sais, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que je fais, les choix que je fais. Aujourd'hui, je suis en capacité de me lever, trouver un job n'importe où. Au Bénin, en France, je peux trouver un job. Donc, ma question, ça a été de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. C'est une question qui me préoccupe tout le temps. Il y a des fois où c'est plus stressant que d'autres moments. Et il faut que la réponse à cette question soit ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Le jour où cette réponse ne sera pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, malheureusement, il faudra que je m'attaque à un autre challenge. Donc, comment l'entrepreneuriat a façonné la personne que je suis aujourd'hui? Parce que je trouve que l'entrepreneuriat me permet de répondre à cette question. Comment est-ce que je veux avoir de l'impact dans ce que je fais? Comment est-ce que je veux servir? Tu vois, quand je prie le matin, parce que je parlais de la religion, moi je prie 5 fois par jour, je suis musulmane. Quand je prie le matin, une des prières que je dis tous les matins à Dieu, c'est en Yoruba, en français, je vais le dire, utilise-moi comme
bon te semble pour avoir l'impact que tu as tracé pour moi aujourd'hui. Si c'est dans l'entourage, fine. Si c'est dans autre chose, fine. Mais utilise-moi pour que ma vie serve à quelque chose globalement. C'est ça. Utilise-moi pour que ma vie fasse du sens, ait du sens. Et l'entrepreneuriat me permet de faire ça aujourd'hui. Le jour où l'entrepreneuriat ne me permettra pas, je devrais face the reality. Oui. Ouais. Quelles sont les choses qui te rendent optimiste pour l'Afrique, concernant l'Afrique aujourd'hui? Et tu vis au Bénin, c'est vrai que tu passes plus de temps au Bénin, mais de façon générale pour l'Afrique. Il y a un chiffre que j'ai retenu dans une de nos masterclass il y a quelques mois. Je crois, il faudra vérifier, en 2030, 46% de la jeunesse mondiale sera africaine. Oui, je crois que c'est ça, oui. 46% de la jeunesse mondiale sera africaine. Ce qui veut dire qu'en 2030, tu vois, quand je prends 2030, avant la fin du mandat de notre président, notre nouveau président, vu qu'on est sur des mandats de 7 ans, avant la fin du mandat de notre nouveau président ici au Bénin, un jeune sur 2 sera africain. Donc, mes frères et sœurs africains, c'est un message hyper important pour nous. Le message, c'est quoi? C'est qu'on compte. On compte. Donc maintenant, c'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités pour compter. Numérairement, on compte. Un jeune sur 2 sera africain. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de ce potentiel? C'est le moment de créer des choses. C'est le moment d'avoir des trajectoires intéressantes. C'est le moment de sortir du lot parce qu'on va nous écouter. Les gouvernements vont nous écouter. Les médias vont nous écouter. Les entreprises vont nous écouter parce que numériquement, on sera en majorité. Donc, chacun n'a qu'à faire son propre bilan et choisir la trajectoire qu'il veut avoir à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir sur cette jeunesse africaine parce qu'on n'aura pas le choix que de compter. À ce sujet, quels sont les... avec cette jeunesse qui représente en fait le futur, qui n'est pas toujours aussi bien exploitée qu'elle pourrait l'être, quelles sont les opportunités que les dirigeants africains, dirigeants politiques ou dirigeants d'entreprise sous-estiment le plus? C'est une très bonne question. À mon échelle à moi, je pense que c'est les talents. Dans l'écosystème, je le vois déjà. Dans l'écosystème, je pense que les entreprises et entrepreneurs, on en a conscience, on va le dire, le verbaliser, mais dans les actions, on ne va pas le voir. L'importance de développer le talent. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, dans l'aventure entourage, si jamais cette aventure s'arrête, la chose dont je serais le plus fier serait d'avoir appris ma méthodologie et mes process à mon équipe. Oui. Parce que je sais qu'il y aura un avant et un après entourage. Et je serais tellement fier si chacun de mes collaborateurs et collaboratrices va créer sa propre entreprise avec la même rigueur, le même process. Et même à défaut de créer, qu'elle aille intégrer une entreprise en apportant cette même rigueur, process pour créer une équipe qui va vraiment apporter de la valeur à l'entreprise qu'elle a rejoint. Donc, moi, c'est vraiment ça qui fera ma richesse de dire, au moins, avec Entourage, j'ai essayé d'élever le niveau de nos talents. Et je trouve que c'est le devoir de tout entrepreneur, tout dirigeant en Afrique de vouloir développer ses talents. Et c'est une question de moyens, mais également surtout une question de vision. Nous, on n'a pas les mêmes moyens que MTN, par exemple. Mais aujourd'hui, par exemple, nos collaboratrices, elles ont pris part à une formation à plusieurs millions de francs CFA chez Acosphère. Tous les ateliers stratégiques qu'on a gagnés chez Entourage, elles participent. Tous les masterclass, on a fait 50 masterclass en un an, tous les samedis, elles ont appris de ces experts-là. Donc, on trouve des moyens intelligents de les faire monter en compétences, de les former. Et voilà, moi, c'est vraiment le talent. Je trouve qu'on pense que comme le talent n'est pas cher en Afrique, tout le monde est remplaçable. In fine, tout le monde est remplaçable, ça c'est sûr. Parce qu'on le voit quand quelqu'un meurt, 2 jours après, l'entreprise doit fonctionner et on le remplace. Mais si on arrive à trouver des graines, des pépites, il faut les arroser pour les faire monter. Et il faut aussi accepter le fait que ces graines pépites vont partir un jour et c'est le jeu. Et dans ce sens, on parle de l'Afrique, de la construction de l'Afrique et des entreprises et de l'entrepreneuriat africain. Quelles sont les compétences ou quelle est la compétence qui va être le plus utile dans les 10 années à venir, qui est la moins enseignée à l'heure actuelle dans les écoles et les universités? Moi, je suis un peu biaisée parce que du coup, je vais te parler de l'entrepreneuriat, le mindset entrepreneuriat. Pour un de mes clients, on a travaillé sur un programme où on disait qu'il fallait enseigner l'entrepreneuriat dès le collège, voire le lycée. Parce que c'est une mission qu'on a faite et c'est dans ce sens-là qu'on l'a calibrée. Mais tu vois, quand je prends les Américains, c'est même pas que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat et la confiance en soi, je dirais. C'est ça. Quand je vais prendre les Américains,
dès la maternelle, dès la fin maternelle, ou même CP, CE1, ils prennent la parole et ils sont capables de venir devant la salle de classe, un enfant de 5 ans, dire « quand je serai grand, je serai pilote. Quand je serai grand, je serai le meilleur du monde ». La confiance qu'il faut avoir en soi pour avoir à 5 ans pour pouvoir dire ça, je ne suis pas sûre que nous, les Africains, on a cette confiance aujourd'hui en nous quand on prend la parole devant une audience à 5 ans, quoi. Donc cette confiance en soi et cette capacité à s'exprimer et à sortir du lot, je trouve qu'on la néglige beaucoup. Et ensuite, ce mindset entrepreneurial, une fois de plus, aux États-Unis, il y a le système du lemonade, les stands, les stands de limonade. Tous les jeunes Américains, à 5 ans, 6 ans, quand ils ont fini l'école, pendant l'été, ils vendent de la limonade à $1, des verres de limonade à $1. C'est no-brainer, c'est pas innovant, mais au moins, ils pratiquent leur capacité à parler aux gens, à vendre et à générer un peu d'argent, quoi. Donc, si on peut inculquer ce petit mindset entrepreneurial, parce que cette jeunesse-là, ils ne pourront pas tous rentrer dans les entreprises. Il faudra qu'ils créent leur propre emploi, leur auto-emploi. Si on peut leur inculquer ce mindset de pouvoir résoudre des problèmes, apporter des solutions à ces problèmes-là et créer leur propre emploi, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. On en parle beaucoup. On va dire l'Afrique, c'est le continent dans lequel on entreprend le plus. Mais est-ce qu'on entreprend bien? Oui, ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on entreprend bien? Est-ce qu'on entreprend bien? C'est la vraie question. Et c'est vrai que ce mindset qui permet à la personne d'avoir une forte confiance, un fort niveau de confiance, est essentiel parce qu'on a besoin de vendre ses produits, on a besoin de vendre ses services ou de se vendre. Et si on n'a pas confiance, ça apparaît tout de suite en face de la personne et encore plus à l'écran. Exactement. Et après, ça va être la résilience aussi. Ne pas vite abandonner. Oui. Surtout en Afrique, mais ce n'est pas que africain. Le nombre de personnes qui changent de projet tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a un nouveau projet. Le message qu'on envoie, on oublie souvent ce message qu'on envoie parce que la nouvelle génération, j'aime beaucoup la nouvelle génération qui va nous dire « Oui, mais il faut qu'on essaye plein de choses. » Oui, mais aussi le message que tu envoies, c'est que tu ne vas pas au bout de chaque chose. Donc, résilience également. Résilience pendant quelques temps pour aller vraiment au bout d'une idée, s'assurer que c'est parce que l'idée ou le projet n'a pas trouvé son marché qu'on arrête et pas parce que finalement on a juste abandonné parce qu'on n'avait pas assez de résilience. Oui, résilience et volonté de vraiment aller au bout des choses. Donc cette résilience, j'ai rencontré quelques entrepreneurs qui changeaient tous les 6 mois, comme tu le disais. J'en ai rencontré un en venant ici à Cotonou, qui m'a salué rapidement et qui est parti. Et c'est vraiment... le message, tu vois. Il sait l'image que tu as de lui. Tout à fait. Il sait l'image que tu as de lui. Et c'est un garçon brillant, intelligent, mais on a besoin vraiment d'accompagner nos entrepreneurs et de les faire monter en compétences, de les structurer. Encore une fois, cette image que je t'ai renvoyée de tes collaborateurs qui étaient avec nous, très bien structurée. Ouais. Alors, on va parler de femmes et de leadership féminin. Je crois que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, mais qui m'intéresse aussi depuis très longtemps. Quels sont les défis auxquels les femmes leaders font face, dont on ne parle pas encore assez? Les femmes leaders, pas forcément femmes entrepreneurs. Femmes leaders, c'est ça. Entrepreneurs et leaders. Oui. Je vais essayer d'en trouver une pour bien creuser le point. Tu sais, après, moi, je fais un disclaimer. Je n'aime pas donner de leçons aux femmes entrepreneurs parce que mon expérience, en tout cas mon prisme à moi, je ne me vois pas comme une femme entrepreneur. Je me vois comme une entrepreneur dans la tech. Oui. Donc c'est plus la tech qui me définit dans ce que je fais. Et by the way, je suis une femme dans ce milieu-là. Oui. Mais et ça, c'est déjà un message très fort. On parle beaucoup de leadership féminin, etc. Et moi, j'en parlais avec Nadia il y a 20 ans, 30 ans. Je lui disais, j'espère que les femmes ne feront pas les mêmes erreurs que les hommes. En faisant les choses pour les femmes et en excluant les hommes. Qu'elles sauront ramasser tout le monde. Je comprends pourquoi elles le font de cette façon-là. Mais des fois, c'est nécessaire par rapport à la maturité de l'écosystème. Tout à fait. Moi, c'est vrai que chaque fois où j'ai eu le choix, je n'ai pas voulu rentrer dans un incubateur féminin, par exemple. Oui. Tu es un entrepreneur? Oui. Une entrepreneur? Oui. Et voilà, peut-être que je jugeais que les codes que j'avais me permettaient de me battre au même standard qu'avec les hommes. Oui. Et je trouve vraiment que la tech, par exemple, c'est un des outils qui nous permet d'être à égalité avec le sexe masculin. Et c'est peut-être pour ça que, même sans le savoir, je m'en sers comme l'outil
comme mon outil, l'outil qui me permet d'être au même niveau qu'avec eux. Mais s'il y avait un défi pour l'entrepreneuriat féminin, encore plus en Afrique, hein, je pense que même partout dans le monde, mais encore plus en Afrique, la famille, le poids de la famille, quand une famille, c'est la grande famille, mais également le conjoint. En Afrique, il faut pouvoir faire accepter à sa famille qu'on veut être entrepreneur. Oui. Ce n'est pas acquis. Faire du business à côté, tout le monde accepte. Parce que tu as un travail, mais tu as un petit business à côté, ça, personne ne va venir te challenger dessus. Mais dire que tu veux tout raccrocher pour maintenant créer ton entreprise, ils vont se dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Ou bien même quand ils vont l'accepter, ça va être parce qu'il va souvent avoir le « oui, c'est nice to have » vu que ton mari gagne bien sa vie. Mais pas parce que tu apportes une vraie solution à un vrai problème, en fait. Donc, je pense que c'est beaucoup, moi, ça va être le mindset, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais oui, comment la société perçoit les femmes entrepreneurs. On ne nous perçoit pas encore comme des personnes qui vont vraiment apporter des réelles solutions à valeur ajoutée sur le marché, mais comme des petits side business. Et donc, on ne nous donne pas la légitimité, la place qu'on devrait nous donner, ou la même place qu'on donne aux hommes. Et peut-être qu'à mon niveau, c'est pour ça que j'ai préféré travailler dans les domaines, travailler avec la composante tech qui me permet dès le début de dire, c'est pas un petit business que je fais. Je fais quelque chose que tout homme, même un homme peut faire, au fait. Il y a plein de messages dans ce que tu dis. Le premier message, oui, le premier message. Non, il y a plein de messages. Le premier, c'est que tu es une entrepreneur ou un entrepreneur, peu importe le sexe, justement, avant d'être une femme, quelque part. Et se positionner de cette façon-là, c'est extrêmement important. Il y a le message aussi de ne pas réduire la femme à une seconde place. La femme, au même titre que les hommes, a tous ses droits dans l'entreprise. Et si elle crée une entreprise, aussi petite soit-elle, entre guillemets, j'ai donné un exemple, c'est une entreprise. Il y a une femme qui vend des cacahuètes en face d'une très bonne amie de chez nous, du Sénégal. Et un jour, on va la voir et on lui demande des bouteilles de cacahuètes et de cajou. Et elle nous donne le prix et on n'a pas assez d'argent. Donc, je lui dis, je reviendrai. Elle dit, non, prends les bouteilles. Très commerçante. Oui. Prends les bouteilles. Mais vous ne me connaissez pas. Tu plaisantes, tu as 2 enfants. Ta femme est telle, ta femme c'est la sœur de telle personne, vous allez au premier étage. Elle nous connaissait, elle nous observait, elle était présente. Et tu as parlé de cette observation, l'attention aux détails. Et tout ça, c'est vraiment des forces que les femmes ont et qui font qu'on devrait les considérer comme des êtres humains, tout simplement, et non pas comme des femmes, d'abord, avant de penser à Il y a des chiffres qui attestent ça. Je n'ai pas les chiffres pour l'Afrique, malheureusement. Dans la French Tech, il y avait ces chiffres que les femmes, les entreprises dirigées par les femmes, avaient une meilleure durée, avaient une durée de vie plus solide et avaient des performances plus solides. Et moi, je le vois à mon niveau. Je ne sais pas ce qui se fait, mais quand je recrute, c'est toujours des femmes qui finissent par remporter les postes sur lesquels je recrute. Dans l'entourage, aujourd'hui, on a une équipe de 9 personnes et bientôt 10. Si le 9, on est 5 femmes. 5 femmes dans les postes opérationnels. Il y a les développeurs, on a deux développeurs. On a un graphiste qui est un homme et on a également les performance managers qui est un homme. On a 5 femmes dans l'équipe. Et je pense que la manière dont une femme dirige une entreprise, on va forcément avoir quelques attributs féminins dans la manière dont on va manager, dont on va conseiller, dont on va être plus flexible, mais toujours en pensant sur la flexibilité, sur la performance que ça doit générer pour notre entreprise. Ouais. Absolument, la rentabilité. On va passer sur la réussite. Qu'est-ce qui te permet de rester ancré malgré toutes tes responsabilités? Aujourd'hui, je dirais, en fait, la réponse basique, tu vois, la semaine dernière, j'avais une journée compliquée. Actuellement, je fais pas mal d'administratif. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime pas faire l'administratif. J'aime pas. C'est pour ça que c'est Nadia qui fait. Souvent. C'est Nadia qui le fait souvent. Mais même elle, je pense. En tout cas, je connais peu d'entrepreneurs qui aiment faire l'administratif. Et j'avais une journée compliquée. Et on a reçu ce jour-là une évaluation d'un client après une session entourage. Et j'ai lu ça, je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce que je fais. Un entrepreneur, il a passé une heure la veille avec un de nos experts. Il a fait une évaluation en disant, en 1 heure, j'ai eu 20 heures d'expérience. Je n'aurais jamais espéré avoir ça. Même si je vous croisais dans une conférence, vous n'aurez pas pris autant le temps de me faire voir votre retour. Mon associé et moi, on se sent beaucoup plus capables et prêts à avancer. Moi, je me suis dit, waouh, voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Je transfère la vie à l'expert
et il me dit « Bonjour, je suis honoré et très gratifié d'avoir ce type de retour. » Pour quelqu'un qui est de haut niveau. Absolument. C'est un expert c'est un expert de haut niveau. Oui. Je veux dire, même lui, il est ému par ce témoignage. Absolument. Voilà. Je me retrouve dans ce commentaire. La boucle est bouclée, au fait. Ouais. La boucle est bouclée. Absolument. Alors, quelle peur essayes-tu de dépasser aujourd'hui? Quelle peur j'essaie de dépasser, hein. Pas forcément d'entourage. Non, dans la vie, d'une façon générale. Non, je pense que c'est ce que je te disais au début. Je pense que c'est ce que je te disais au début sur le... Je veux être utile. J'ai peur... Je ne sais pas comment je l'ai formulé tout à l'heure, mais oui. J'ai peur de passer à côté de ma vie. Même si, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancrée. Quand je vois mon parcours, je sais que je fais des belles choses. Mais j'ai toujours cette peur de... Et si je suis capable de plus? Mais c'est quoi le plus? C'est quoi ce plus? Ouais. C'est toujours cette peur qui me guide. Mais en fonction des périodes, je vais juste être apaisée. Quand je vais avoir des avis clients comme on a reçu, quand on va voir que, ah ouais. Moi, par exemple, le matin, quand je me lève et j'ouvre mon ordinateur, je vois 300 €. Je suis là, oh waouh, mon Dieu. J'ai créé un produit où les gens sont capables de payer 300 € pour 1 heure. Ouais. On ne se rend pas compte, quoi. La fierté de ça. Ouais. Quelqu'un que tu ne connais nulle part dans le monde. On a même eu quelqu'un en Asie une fois. Un Africain, hein, mais qui est en Asie. Tu te dis, mais comment... Ça répond à quelque chose, oui. Bien sûr. Donc, des fois, oui, cette réponse-là vient calmer un petit peu cette peur de est-ce que je suis en train d'exploiter mon full impact? Et c'est, en fait, tu ouvres des champs tellement nombreux pour les personnes qui sont coachées, ainsi que pour ceux qui ont la chance de coacher. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment une belle plateforme. Quelle peur, toi, tu as? Quelle peur? Aujourd'hui. De me laisser prendre par la peur des autres. Je suis reparti dans une dynamique que j'avais quand j'avais 30 ans et où je ne laisse plus beaucoup d'espace à cette relation avec l'autre qui peut quelque part être toxique pour eux ou toxique pour moi. Donc je passe beaucoup plus de temps dans un cercle très restreint, avec des personnes qui me nourrissent dans le sens que la vie est positive, la vie est très courte. C'est comme une pièce. On fait des choix tout le temps. Et ces choix font qu'aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup moins de personnes dans mon entourage proche, mais que je me nourris personnellement et j'essaie de les nourrir aussi de positivisme. Oui, très clair. Tu as très raison. C'est fort. Oui. Ouais. Je me retrouve dans ça. Question flash. Oui. Avec une réponse immédiate ou rapide. Oh. Tu peux prendre le temps aussi de réfléchir si tu as besoin de réfléchir. Un livre que chaque Africain devrait lire. Oh, wow. Moi, un livre qui m'a impacté énormément, c'est un livre qui est écrit par un professeur du MIT Sloan avec un professeur de Harvard, un Africain, et Fosa Ojomo, un Nigérien. Ça s'appelle The Prosperity Paradox. The Prosperity Paradox. Oui. How Innovation can lift Africa out of poverty. C'est pour les entrepreneurs et les innovateurs. Ils nous développent des idées qu'on appelle des innovations créatrices de marché, qui sont des idées que les entrepreneurs africains, ce sur quoi ils devraient travailler. Et ça nous montre vraiment le type de projet dont l'Afrique a besoin pour se développer. Donc, ce n'est pas fun, mais quand on lit ça, quand on est entrepreneur ou innovateur, quand on lit ça, c'est documenté avec des exemples, avec des stats. C'est hyper intéressant. Et en plus, le professeur du MIT nous a quittés, Clayton Christensen, il s'appelait. Il nous a quittés il y a quelques années. Je me rappelle que c'est la veille du décès du basketteur américain. Kobe Bryant? Oui, Kobe Bryant, ouais. C'est la veille. Parce que du coup, je me suis dit que c'était hyper triste. Le 23 janvier. Oui, c'était le 22 2014. janvier. Quand j'ai appris pour Clayton Christensen, et le lendemain, il y avait Kobe Bryant. Ah ouais, on enchaîne des départs impactants. Ouais. Et voilà, donc c'est son dernier bouquin, à Christensen. Et avant ça, il avait déjà développé Innovation Dilemma. Donc les entrepreneurs ou innovateurs qui sont vraiment dans l'innovation connaissent cette personne, Clayton Christensen. Et son dernier bouquin, c'était ça, The Prosperity Paradox. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait dédié son dernier ouvrage à l'Afrique. Excellent. Une habitude quotidienne dont tu ne pourrais plus te passer? Le sport, la marche.
c'est pas quotidien chez moi encore, mais c'est quasiment tous les 2 jours, la marche. J'essaie de marcher beaucoup. Et j'ai commencé en janvier. Oui. C'est quelque chose que je repoussais depuis, mais en janvier, un de mes experts notamment, Corédé, c'est Corédé Vélo Audio, Corédé, pas que j'écorche son nom, Corédé Audio Bella, pardon, de EcoBank, qui m'a recommandé de faire du sport, et même en tant que dirigeant, le mindset que ça va m'ouvrir, et elle a raison. Je vois la différence entre avant et après, depuis que je fais de la marche sportive. Oui. Super. Une erreur qui t'a le plus appris? Il y en a tellement. Peut-être tout à l'heure, l'exemple que je donnais pour l'exemple de la plateforme Entourage en Malaisie, on ne gagnait pas d'argent avec. Oui. Et que très vite, je me suis dit, il me l'a dit, mon mentor. Donc, la prochaine version d'Entourage, il faut que très vite, on mette le côté, le gain d'argent. Ouais. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'avec la déformation professionnelle de la French Tech, on lève de l'argent et on finance son développement, on n'a pas à avoir cette question de rentabilité très en tête. En Afrique, tu n'as pas le choix. Oui. Déjà, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement, autant de financement, et on ne lève pas aussi facilement, mais que très vite, il faut gagner de l'argent, en fait. Oui. Donc, c'est peut-être celle-là. Très bien. Un mot pour décrire l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, pardon. L'avenir de l'Afrique. Ça va être paradoxal. Hein. Je sais que aujourd'hui, il y a le mot que je dirais, premier mot, je dirais potentiel. Mais si je dois être honnête, moi, je suis inquiète. Potentiel inquiet, alors, je dirais. Potentiel inquiet. Potentiel inquiet. Je ne sais pas si je dois développer, mais je pense que ça se comprend seul. Oui, absolument, absolument. Un mot pour définir ton style de leadership. Wow. Un mot, j'aurais dit 2 mots. Transformatif et performance. Transformatif et performance. Ta définition du succès? Réussir à faire quelque chose qui peut me motiver à me lever tous les matins. Réussir à faire quelque chose qui peut me motiver à me lever tous les matins. C'est très fort et profond. Merci. Ta définition de l'impact? Faire des choses qui changent son monde. Moi, aujourd'hui, quand je me lève le matin, oui, le big picture, c'est on veut transformer l'Afrique, on veut changer l'Afrique, on veut changer le monde. Mais si je dois être honnête, je veux changer mon monde d'abord. Si j'arrive déjà à mon niveau, à ce que mon monde, les gens que je connais, les gens qui me côtoient, que leur monde à eux également soit impacté par ce qu'on fait sur Entourage, je serai déjà bien. Super. Ta définition de l'héritage? C'est un peu ce qu'on fait d'Entourage. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ce qu'on a appris, tu vois, au final, Entourage, si je dois le résumer en un mot, c'est l'accès à la connaissance. Oui. Cette connaissance peut prendre différentes formes, en ligne, autour d'un dîner, à travers une masterclass, mais c'est l'accès à la connaissance africaine. Oui. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme qui collecte ce contenu, cette connaissance-là, ou qui donne accès à cette connaissance-là. Et l'héritage, pour moi, se conjugue avec l'accès à cette connaissance-là pour faciliter la transmission. Ouais, la transmission. Et surtout aussi, on dit souvent que l'Afrique, on veut transmettre. Tu sais, il y a cette image de là-bas par là où on pense que les Africains, on est dans la transmission naturellement. Oui, mais pas tant que ça quand on observe. Quand on observe, on le dit beaucoup, mais dans les faits, on ne le fait pas tant que ça. Et donc, nous, c'est notre combat de structurer cela et de vous mettre, vous les experts au final, c'est vous qui mettez on the spot en disant, tu te dis que tu veux faire, maintenant fais, on va voir et on va dire que tu as fait. Oui. C'est facile d'être sur les réseaux à dire je transmets. Prouve-nous que tu transmets vraiment, tu vois, et que ça a de l'impact dans la vie des gens. Oui. C'est ce pari que l'on vient avec vous, vous responsabiliser sur ça. Oui. Une ou plusieurs personnalités qui t'inspirent? Dans les personnalités qui m'inspirent, oui, je pense que je vais citer Oprah. Je vais citer Oprah pour son parcours entrepreneurial. Il y a plein de choses dans Oprah qui inspirent. Hein. Femme noire qui a réussi, mais moi, c'est le parcours entrepreneurial, la résilience qu'elle a réussi à faire. La résilience dans tout ce qu'elle a réussi à faire malgré les difficultés. Je trouve que c'est une des personnes qui a vécu les choses les plus dramatiques et qui a eu un succès, qui a le succès qu'elle a. On ne se rend pas à quel point elle a une vie difficile. Et des fois, quand tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup être inspirée par les gens comme Oprah, parce que d'ailleurs, nous qui écoutons son histoire et qui sommes fans d'elle, moi, en tout cas, à mon niveau, c'est le prix à payer. Est-ce que, maintenant que je connais sa vie et que je vois sa réussite, est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là pour réussir? Il y a beaucoup de gens qui sont fans.
Je pense que ça montre aussi pourquoi j'ai eu de la difficulté à répondre à ta question, Gilles, parce que j'ai du mal à trouver, pas à être inspirée. C'est facile d'être inspirée, mais après, comment je dois faire mon propre bilan en me regardant dans le miroir, c'est pas facile d'être ces gens-là. Oui. Et je trouve qu'on ne dit pas assez aux gens, on ne montre pas assez aux gens l'envers du décor. Quand on te montre l'envers du décor, tu vas juste dire, je veux plus devenir Oprah. Je veux plus devenir Oprah. Donc malheureusement, moi, j'ai cette capacité un petit peu... Mes amis comparent ça à la Matrix, à être en dehors de la Matrix et à voir ce que ça coûte aux gens. Et quand je vois ça, du coup, je me dis, je ne suis pas prête à sacrifier cela. Donc du coup, j'ai de moins en moins de personnalités qui me suivent parce que je vois tout ce qu'elles ont dû sacrifier pour en arriver là où elles en sont arrivées. Tout à fait. Et l'envers du décor n'est pas souvent ni souligné, ni mis en exergue, mais il est là. Il est là, effectivement. Écoute, on arrive à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question avant de conclure. Si tu avais 5 minutes pour t'adresser, cette fois-ci, directement aux jeunes Africains du monde, quel message leur laisserais-tu ? 5 minutes, c'est beaucoup. Mais c'est le message, tu vois, le message que j'ai martelé tout à l'heure avec ce chiffre. J'aimerais vraiment que, s'il y a un chiffre à retenir, c'est ce chiffre-là où d'ici 4 ans maintenant, dans 4 ans, vous, les jeunes Africains, allez représenter la moitié de la jeunesse mondiale. Et j'aimerais du plus profond de mon cœur que vous preniez en main, que vous essayez dorénavant de sortir des sentiers battus, que vous dites que sky is the limit et que vous êtes capable de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. On est là, nous, en tout cas, nous, je ne sais même pas si moi je rentre dans la catégorie jeune ou pas, mais en tout cas, nous qui essayons de faire déjà des choses à notre niveau, on est là pour vous ouvrir la voie. En tout cas, avec Entourage, moi, c'est le pari que je fais. Comment est-ce qu'avec l'aide des devanciers, on peut accélérer votre trajectoire ? Donc, à travers différents types de formats, bien entendu, on est là pour vous aider à être les meilleures versions de vous-même et à prendre votre place dans ce monde qui est le vôtre aujourd'hui et qui sera encore plus le vôtre dans les prochaines années. Donc, mes frères et sœurs africains, mon message envers vous, c'est de vous réveiller, de vous prendre en main parce que demain est déjà là et c'est sur vous qu'on compte. Merci, quel beau message pour finir. On a découvert aujourd'hui une femme de conviction, une femme qui fait attention aux talents des Africains et aux talents de façon générale et qui l'apporte à toute cette jeunesse, je disais hier et je le redis aujourd'hui, de 7 à 77 ans, comme chez Tintin. Je suis dedans. Et qui partage la connaissance. Ce que tu fais sur Entourage est extrêmement important, extrêmement utile. Continue de le faire avec plein de succès. Merci infiniment. Merci à toi, de t'être prêté au jeu et d'être venu pour ce podcast. N'oubliez pas, partagez cette vidéo, partagez au maximum pour que beaucoup de personnes puissent apprendre de cette heure que je viens de passer avec Raoudat. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.